Bienvenue à tous. Nous voici dans les locaux de Victoria Game en présence de Guillaume, son représentant légal, et notre ami Gruxy, le propriétaire du Battle Group, pour un tas de petites questions sur l'avenir du jeu en France, War Machine, distribué actuellement par Victoria Game. Bonjour Guillaume. Bonjour à vous et merci d'être venu. Merci à toi de nous Merci. recevoir. Parce que nous on connaît un peu la société, on connaît un peu tout ça, mais je pense que des gens ne le connaissent pas. Est-ce que tu pourrais présenter Victoria Game et dire, évidemment, est-ce que tu vas continuer l'aventure War Machine sur un futur plutôt proche? Oui, donc effectivement il y a beaucoup de questions suite à cette nouvelle édition qui a pas mal modifié le paysage et de la distribution et de la communauté. Donc vous en êtes les deux représentants. Évidemment on veut continuer et ça fait 1 an et demi qu'on se pose plein de questions parce que le business aujourd'hui et les ventes ont considérablement baissé pour Victoria Game. Par ailleurs, on a entamé une superbe aventure il y a maintenant moins de 5 ans. Donc, effectivement, ça vaut peut-être le coup que je resitue dans quel contexte War Machine est arrivé en France. Moi, initialement, je suis passionné du monde de la figurine, du monde de Warhammer, pour ne pas le citer. Je suis un joueur depuis une vingtaine d'années, j'ai fait plein de choses en milieu associatif, etc. Et d'une ancienne vie, je travaillais dans la distribution. Et donc, distribution plus passion, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. J'ai rencontré War Machine dans une période où Games Workshop avait plus forcément les produits que j'avais envie de suivre et de commercialiser. Et puis donc j'ai créé via une opportunité avec Privateur Press qui avait personne en France, ou en tout cas qui avait une distribution mais qui ne répondait pas à ce qu'ils attendaient. Et donc j'ai lancé ça il y a 5 ans. En partant sur des grands principes de recréer un site internet avec une base commune puisqu'on n'avait pas vraiment de site référent sur l'Europe, en partant sur les grands principes que la traduction c'est quelque chose d'essentiel pour le développement d'une communauté et bien sûr d'un réseau de distribution. Voilà, donc l'aventure a démarré très très fort pendant 2 ou 3 ans et puis depuis la nouvelle édition il y a eu plein de méli-mélo. Je pense que c'est une belle rencontre aujourd'hui, une belle opportunité qu'on a ensemble pour s'expliquer de tout ça, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi aujourd'hui les gens ont des doutes. Vous avez, a priori, vous êtes plus en contact avec les joueurs que moi-même, même si de par les 150 magasins avec lesquels on échange quotidiennement, évidemment on a aussi un début de réponse, quoi. Voilà. Donc j'espère qu'on va réussir à aborder plein de points aujourd'hui, que ce sera plus clair pour nos amis joueurs et réseaux de revendeurs. Donc ce que je propose peut-être c'est que vous commenciez par vous présenter aussi tous les deux. Avec grand plaisir. Donc je suis Boris. Gérant de la boutique Warm Shop, qui maintenant a 2 ans, qui a pris l'initiative avec Monsieur Gruxy de venir à la rencontre de Guillaume pour lui poser les questions qu'on avait posées sur le Battle Group. Donc, Eric, à toi. Voilà, Eric, connu sous le pseudonyme de Gruxy sur le forum Battle Group, dont je suis responsable. Et Battle Group, un premier forum communautaire du jeu War Machine en France, qui a déjà presque une quinzaine d'années d'existence. Alors je pense qu'il faut souligner aussi que c'est une première pour nous d'abord de recevoir des gens chez nous et de faire de la vidéo. Donc c'est une nouvelle tendance et puis on est forcément sensible. Une première aussi pour nous de vouloir nous expliquer sur plein de choses parce qu'effectivement moi en qualité aujourd'hui de gérant de cette petite société, de cette petite start-up, parce qu'on n'est pas tant que ça, c'est parfois un peu une souffrance de voir des critiques sur des choses assez infondées. Et puis c'est une première aussi de recevoir le Battle Group, puisque historiquement le Battle Group a été un forum de discussion avec des échanges assez vifs. Pour toi aussi Boris, puisque tu es un nouvel acteur sur le marché, 2 ans c'est pas si long, et tu as modifié considérablement l'approche des hardcore gamers et des sites e-commerce. Donc il y a d'autres beaux sites e-commerce qui font du boulot, mais tu as une autre façon de travailler. Je trouve ça super cool de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et tenter de répondre à un maximum de questions. On va peut-être commencer. Après, peut-être la première question que tout le monde se posait, est-ce que Victoria Game va continuer l'aventure War Machine? Alors la réponse est oui, on veut continuer l'aventure. Donc sans aucun doute, je regarde aussi un petit peu les gens qui vont nous regarder, sans aucun doute aujourd'hui on veut continuer l'aventure. Tout ce qui s'est passé, ça a d'abord été une vraie crise chez nous, une vraie difficulté pour remonter tout ça. Il faut comprendre que quand la nouvelle édition est arrivée, on venait de dépenser entre 500 à 800 000 euros sur un espace de 3 ans et demi.
que globalement on avait une société qui était à l'équilibre, qui gagnait un tout petit peu d'argent mais pas grand chose, avec une équipe assez jeune qui commençait à s'implanter puisqu'on a démarré la distribution avec 10 clients. Donc on n'a pas repris une marque pour la diffuser, on a créé quelque chose de totalement nouveau. On l'a souvent dit, et souvent ça paraît comme un effet d'annonce, on a traduit tous les Forcebook, avec toutes les extensions qui étaient nécessaires à tout ça, puisqu'ils avaient sorti des suppléments. Et en fait, on avait décidé de rajouter ces suppléments dans les différents Forcebook pour avoir quelque chose de cohérent. Un Forcebook, pour ceux qui nous connaissent pas, c'est un livre avec toute une histoire autour d'une armée, avec ses règles, avec son fluff, etc. Ça veut dire qu'on a dépensé, brûlé beaucoup d'énergie là-dedans. Et quand la nouvelle édition est arrivée, il a fallu retraduire une deuxième fois. Beaucoup de gens nous ont dit, mais pourquoi, alors vous avez terminé la traduction en plein milieu de la MK2, et pour tout recommencer au niveau de la MK3, vous nous avez trahis. Donc c'est des mots qui sont apparus. Et pour nous, il fallait comprendre que d'abord, il y avait un processus de traduction qui était engagé. Lorsqu'on traduit un livre, il faut lancer un premier traducteur, il faut lancer une deuxième relecture ou un deuxième traducteur, et derrière, il faut lancer toute une équipe de relecteurs. Et donc ça veut dire qu'au moment où sort le livre, bien souvent il a déjà été travaillé 2 à 3 mois à l'avance. Même avec des gens comme nous qui sortons les choses assez hâtivement et rapidement, il y a toujours 2 ou 3 mois à l'avance. Et on a eu cette information que rapidement. Et donc 6 mois à l'avance, pour moi il était absolument impossible de stopper le processus. Je savais qu'on leur envoyait un signal beaucoup trop fort aux joueurs en disant bah attendez, la MK3 va arriver. On ne sait pas trop quand, parce que la nouveauté chez Privateer Press n'était pas forcément quelque chose de bien réglé. Ça faisait plusieurs années qu'ils nous en parlaient, c'était repoussé. Et donc j'ai fait ce choix et j'ai pris cette décision de finir le travail qu'on avait engagé, en partant du principe que l'essentiel dans un jeu était d'abord le rêve qui nous procurait. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va ramener au cœur de la table. C'est-à-dire le hardcore gaming, oui, l'équilibrage des règles, oui, mais ce qui fait qu'à un moment, on aime le Royaume d'Acier ou pas, c'est qu'il y a des gros jacks, il y a des gros robots, il y a des fantassins, il y a des solos, il y a une histoire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pas abandonné War Machine au moment où il m'aurait été facile de mettre tout ça sur eBay ou sur Amazon et de tout larguer. Parce qu'effectivement, cette question, on l'a eue quand ça allait très mal. C'est que je crois que cette vingtaine d'ouvrages, pour pas dire cette trentaine si on reprend la MK1, toute cette histoire qu'a écrit Matt Wilson avec toutes ses équipes, tout ce fluff a un énorme potentiel pour nous, que ce soit en termes de rêve, comme en termes de vente, comme en termes d'histoire à continuer. Donc c'est la raison pour laquelle la MK3 a été un vrai choc pour nous, un vrai drame financier. D'abord parce que soudainement on a continué à dépenser de l'argent sans en gagner, mais surtout parce qu'on pensait que le jeu allait redémarrer, comme toute nouveauté, il allait être un peu boudé puis redémarrer. Et ce qui a été assez surprenant, c'est qu'il n'a pas redémarré. Et qu'aujourd'hui on ressent une demande, il y a une espèce de vivier de joueurs, on va en parler plus avec toi Eric, mais il y a un vivier de joueurs qui est en attente, qui est en demande, mais d'un point de vue vente, aujourd'hui il ne se passe pas grand chose. On a identifié d'autres problèmes qu'on va aborder, c'est sûr, ensemble, mais aujourd'hui je ne veux pas abandonner War Machine. Après la question c'est est-ce que ce plan de relance qu'on va essayer de faire durant ces prochains mois, qu'on va aborder là maintenant, sera assez musclé pour motiver les joueurs à se replonger dans cet univers avec les coquilles que Victoria Game a pu faire, que j'ai pu faire, et les coquilles qu'ont fait Privateer Press. Voilà. Dans une ère où il y a une très très belle concurrence. Voilà. Ok. Du coup, vu que tu nous parlais de traduction, on va commencer les questions. Ouais. Et on va prendre la première question qui a été le plus posée également sur le Battle Group. C'était, voilà, est-ce qu'il allait être... est-il prévu de traduire tout le contenu nécessaire du jeu War Machine, c'est-à-dire les cartes, les règles, le Steamroller, ainsi que les errata, et si oui, dans quel délai? Alors, la réponse est oui, c'est prévu. On aimerait le faire sous les 6 prochains mois, pour pas dire les 4 prochains mois. Donc c'est une annonce qui peut paraître un peu triviale en disant que vous n'avez rien fait pendant 1 an et là maintenant en 4 mois vous allez tout faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aujourd'hui traduit l'ensemble de tous les Forcebook à hauteur de 70%. Je dis 70% parce que quand on fait de la traduction, on a des logiciels de traduction et de mémoire de traduction, et l'ensemble de l'œuvre, ceci l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu continuer la MK2, c'est que l'ensemble de l'œuvre est aujourd'hui pour l'essentiel traduite. La raison pour laquelle à l'époque j'ai pas sorti les Forcebook au même moment que la sortie de la MK3, c'est qu'il y avait effectivement un méli-mélo chez Privateer Press que vous avez noté, mais que j'ai noté aussi. Ainsi j'étais terrifié de pouvoir me dire que j'allais redépenser énormément d'argent en mettant en jeu la société, donc votre jeu aussi, parce que si la société meurt, peut-être que c'est difficile pour Privateer Press de retrouver un nouveau distributeur et de recommencer.
Pour moi, c'était absolument suicidaire tant que les errata, tant que les règles ne s'étaient pas calmées, de relancer une traduction. Aujourd'hui, je crois que les choses se sont bien stabilisées. L'arrivée du CID, c'est-à-dire de cette communauté de joueurs encadrés par des professionnels privateurs presse, a réussi à stabiliser énormément de choses. Tout n'est pas parfait, mais c'est largement mieux. Ce qu'on peut reprocher, évidemment, c'est que ça n'arrive pas jusqu'à nous en France en temps réel, mais ça, c'est encore un autre débat. Donc la réponse est oui, je veux le traduire. Oui, on a prévu de traduire et les cartes et les livres, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que tout le contenu du livre, aujourd'hui, dans le contenu du livre, on a les cartes, on a le contenu des cartes. Donc si je traduis le livre, par définition, je traduis les cartes. Après, il y a un projet d'impression, un projet plus de manufacture, de fabrication, mais c'est quelque chose qu'on a énormément développé durant ces 3 dernières années, donc on est capable, aujourd'hui on a des imprimantes, on a du matériel pour fabriquer les livres et les cartes. Donc notre vraie problématique, c'était un manque de ressources, parce qu'il faut des traducteurs, il faut relire avec des relecteurs exigeants, comme on l'avait fait en MK3 avec une quinzaine de joueurs de l'équipe de France, etc. Donc pour l'essentiel, tout s'était bien passé, mis à part une coquille, mais finalement qui était anecdotique réellement par rapport à la qualité du travail. Donc on a envie de le faire, et on va le faire, bon, je ne sais pas s'il faut en parler maintenant ou après, peut-être après, mais avec une méthode un petit peu différente que ce qu'on avait fait par le passé. D'accord. Donc si tu veux peut-être continuer du coup. Alors, dans les autres questions, arriver un petit peu, est-ce qu'il est prévu de fournir tout le contenu des battle groups parce qu'effectivement, actuellement, ils ont tendance à être incomplets, c'est-à-dire la partie fluff reste en anglais. Ils ne sont consultables qu'en VO si on veut aller les chercher en ligne. Il y a souvent cette question aussi d'accessibilité en ligne au contenu français. Alors, ça je peux y répondre facilement, mais effectivement, c'est difficile pour nous d'entendre ça, mais c'est la vérité que, on comprend. Là ici tu parles du petit livret qu'on a effectivement dans ce starter. Pour ceux qui ne savent pas, dans le starter il y a un livre de règles de 160 pages et il y a un petit livret qui introduit le fluff de la faction avec 2-3 petits points de règles mais anecdotiques et 2-3 conseils de peinture. Lorsqu'on a commandé la MK3, on a financé les battle groups 1 an à l'avance. Et je dis on a financé les battle groups parce qu'on a payé 80 000 € à l'avance. C'est important de mesurer ce qui s'est passé. On a reçu les battle groups 1 semaine avant la sortie. Et le contenu, on l'a eu 2 mois par avance. Donc en fait, volontairement, on n'avait pas le choix de les traduire. On n'a pas eu le temps de les traduire. Et quand on a fabriqué tous ces battle groups, qu'on a assemblé nous-mêmes tous les cartons pour y mettre tous les composants dedans, parce qu'on a tout reçu en pièces détachées, j'avais pas ni le courage, ni l'envie de brûler des ressources pour retraduire ce petit livret de règles qui reprenait pour l'essentiel ce qu'on avait déjà traduit par avance, et de rouvrir toutes les boîtes pour le remettre dedans, voire le renvoyer ces petits livrets dans toute la distribution, tous les rondeurs que vous êtes, en disant coucou, maintenant on peut le faire. Donc effectivement, on avait mis un lien téléchargeable pour que le client ne se sente pas lésé et puisse aller chercher l'information. Effectivement, on ne l'a pas traduit. Je pense que ça peut complètement faire l'objet d'une traduction et d'une réimpression. Oui, c'est pas très compliqué pour nous, mais en tout cas, voilà la raison pour laquelle c'est passé à l'as. Vas-y, je te laisse continuer. Donc par rapport aux traductions, c'est un des derniers points qui a été soulevé. C'est de votre côté, vous avez déjà envisagé de faire appel par exemple à la communauté, au bénévolat pour traduire des éléments War Machine, Horde? Ouais, alors en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'on a déjà fait appel à des traducteurs. La grande difficulté lorsqu'on fait appel au bénévolat, c'est le non-professionnalisme. Donc évidemment, les gens vont dire bah, c'est cool, tu payes pas, donc en fait c'est cool. Oui, mais en fait, si jamais je laisse des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe, et ben en fait les clients exigeants vont dire nous on s'en fout, t'avais qu'à payer, mais en fait nous on veut un produit de qualité, sinon tu marques pas français dessus. Donc ça veut dire qu'on est condamné, pourquoi pas, c'est une bonne chose, à fournir du travail de qualité, et c'est difficile de disputer quelqu'un qui a passé des heures et des nuits entières dans la traduction. Ça veut dire que les traductions communautaires, c'est la façon dont nous on l'appelle chez nous, les traductions pures, j'y suis moyennement favorable, sauf pour des dimensions de fluff ou des choses qui ne pourront pas être professionnalisées de par le manque en fait d'intérêt de la communauté. Et encore quoique, on verra qu'une forme Ulule, Kickstarter et compagnie sur la France peut peut-être nous aider à envisager ça de manière professionnelle. Par contre, pour la partie relecture, c'est très paradoxal.
les communautés sont 1000 fois meilleures et 1000 fois plus critiques que des professionnels, puisqu'évidemment ils sont sensibles à l'erreur, puisqu'ils aiment ce jeu, et pour certains ils sont ultra critiques, et donc tantôt c'est super constructif, tantôt c'est super constructif. et donc interroger la communauté, oui, et puis il y a un autre aspect dans la communauté qu'on ne mesure pas, c'est la gestion et le management des équipes communautaires. C'est-à-dire, par définition, un associatif, un passionné, quand il donne de son temps, il le donne parce qu'il a envie, parce qu'il aime. Et donc, il appelle quand il veut une réponse maintenant. En fait, comme il donne de son temps, il a besoin de soutien, c'est normal. Ça veut dire que si chez nous, on n'a pas un interlocuteur qui manage ces gens-là, eh ben, on va avoir un effet contre-productif où à la base, on a voulu l'insérer dans notre processus pour ouvrir des nouvelles portes. Mais si à un moment, on n'a pas assez de temps à lui consacrer, j'ose dire, c'est le phénomène Facebook. On y va parce qu'il faut y aller, mais si on n'y répond pas toutes les 5 minutes, on devient des losers parce qu'on ne répond pas, voire on devient des arnaqueurs parce qu'on n'a pas répondu sous 2 jours. Donc il y a une espèce de phénomène, une boule de neige qui est très dangereuse, et donc j'adorerais le faire, et c'est un appel même volontaire que je peux faire là, si et seulement si on arrive à construire ensemble des responsables de sections, de traduction, de fluff, etc. Communautaires, parce qu'aujourd'hui il est clair que Victoria Game ne pourra pas financer en fait des gens spécialisés pour faire les liens et pour nous apporter quand bien même une richesse absolue sur le jeu. Donc il y a un double tranchant, c'est ça que je veux dire. Ok. Du coup, on va partir sur une section qui Vous avez des questions, vous, sur la traduction? Je vous coupe, excusez-moi. Ah, sur la traduction. Vous, comme professionnel et gros impliqué communautaire, comment vous ressentez ça? Après, effectivement, comme tu le soulignais, moi, en termes de boutique, j'ai eu des gens qui avaient acheté les derniers livres qui étaient les Menos, qui avaient acheté et qui se sont sentis un peu, comme tu dis, blousés sur l'arrivée de la MK3 quelques semaines plus tard. Le manque de communication, je pense, les a un peu agacés. Je sais pas si... Après, c'était effectivement, je pense, pour toi compliqué de dire n'achetez pas, la MK3 arrive, sachant comme tu viens de l'expliquer précédemment, tu n'avais peut-être pas la visibilité pour savoir ce qu'il en était. Donc, sachant qu'on avait quand même fait quelque chose sur le réseau de distribution, alors c'est pas une solution à tout, mais c'était, me semble-t-il, une solution assez forte pour après, ou les revendeurs qui avaient vendu dans les derniers mois les livres, ou ceux même qui avaient du matériel. Je sais pas, Boris, si tu étais dans ce cadre-là à l'époque, mais en fait, on avait offert des decks de cartes pour dire aux joueurs, messieurs, la propriété intellectuelle et la qualité graphique des livres, on peut pas foutre ça à la poubelle. On peut pas dire mon bouquin c'est de la merde, il faut rien. Il est passé d'un tout graphique magnifique à non mais la règle a changé, il y a 3 errata, donc tout passe à la poubelle. On parle nous de la MK3 parce que dans le jargon, on est passé de la MK1 à la MK2. Privateur Press n'a jamais utilisé ces mots-là. Et ils ont refusé d'appeler ça la MK3. Ils ont toujours parlé de nouvelle édition. Parce qu'ils voulaient juste dire, voilà, la MK2 n'a pas changé, l'histoire n'a pas changé, les personnages n'ont pas changé. La seule chose qui va changer, c'est les règles. Et bien sûr, on va faire grandir les héros de toute cette histoire. Donc je dis pas que c'était la meilleure solution. On achète un livre Menos au mois de février et au mois de juin, la nouvelle édition apparaît. Franchement, c'est pas la meilleure des solutions, j'en ai pleinement conscience. Par contre, ce que je veux juste dire, c'est que j'ai pas eu la sensation de voler les joueurs qui nous ont suivis. D'abord parce que l'ouvrage, toutes les règles, toutes les qualités graphiques, toutes les impressions, tout était en tout cas du mieux qu'on est capable de faire, peut-être pas parfait, mais du mieux qu'on peut. Et derrière, pour l'aspect changement de règles qu'on utilise pour les 3/4 ou peut-être 90% avec des cartes ou dans un logiciel, eh ben, on a proposé aux revendeurs de dire s'il y a un problème, on vous offre les cartes. Je veux juste souligner ce petit cadeau, parce que le montant de l'opération de la protection, c'est 25 000 €. Que ça nous a coûté, que ça m'a coûté à titre perso de faire de ces protections. Donc je dis pas qu'on est le Père Noël et que c'est formidable, je dis juste qu'on a fait quelque chose et que surtout, ne pas en parler, ça reviendra à dire t'es un enculé, t'as tout vendu et puis tu t'es barré. Pas du tout. On a fini un programme de traduction avec une propriété intellectuelle, avec un fluff qui expliquait en fait les fondements de l'univers du Royaume d'Acier, qui me semblait pour moi être la clé de voûte du lancement d'un bon jeu, savoir où est-ce qu'on est, pourquoi il y a des gros robots, etc. Et après, sur l'aspect règle, on a tenté de rattraper comme on voulait. Après, par exemple, je me souviens maintenant que tu t'en parles, des gens s'étaient sentis un peu blousés sur l'offre 2 ans Victoria Game, où tu avais fait 2 bouquins, plus les battle group offerts. Et ouais, quelques semaines plus tard, la MK3 arrivait et du coup... Quelques semaines, c'était une opération qu'on a lancée au mois de janvier.
C'est mois de janvier, c'est... Ouais, j'ai pas l'impression, je sais pas, je me suis je mal dans le temps. crois que janvier chez nous c'est une période où on prend des grosses décisions, mais forcément on va en parler après. Oui, c'était une période c'est quelque chose qu'on avait lancé en tout début d'année, et effectivement n'oubliez pas que la MK3 est sortie au mois de juin, n'oubliez pas que l'annonce de Privateur Press a été faite au mois d'avril, parce qu'ils voulaient absolument le sortir pour leur mode, c'était l'élément clé. Donc effectivement on avait fait une offre 2 ans, pour effectivement plusieurs raisons. Le recrutement, puisqu'on voulait se préparer sur la MK3, enfin faut pas oublier qu'on est effectivement une société commerciale, on voulait recruter du nouveau joueur parce qu'on avait une base maintenant solide et on voulait continuer à avancer. Bien sûr on avait un stock de livres et d'anciens battle group, et on avait l'information que les battle group allaient changer, d'ailleurs pas tant que ça quand on regarde un peu dans le détail, mais qu'ils avaient changé. Donc on s'est dit que faire une offre avec un gros livre plus un battle group au prix d'un battle group, c'était quelque chose de très favorable. Et encore une fois, si c'est pour moi l'occasion ici de m'en expliquer, oui, nous avions l'information que 6 mois après le produit allait être obsolète, donc en ce sens on peut surtout pas fuir, enfin je ne veux pas fuir en fait ce qui s'est passé. Par contre, j'ai quand même le sentiment que d'acheter un gros livre hardcover avec des jolies illustrations, avec l'ensemble du jeu, plus l'ensemble des figurines, juste au prix des figurines, c'était pas un mensonge vis-à-vis du client. Sauf que le client, évidemment, est revenu sur le fait de dire « mais tu m'as pas dit que la M4 arrivait ». Mais si la M4 est arrivée, pendant 6 mois, on aura arrêté de faire du business. Pendant 6 mois, tout le monde sera arrêté de jouer. Pour nous, c'est absolument impossible. Ce qui s'est un peu passé... Pendant 3 mois, pendant 2 mois, mais c'était pas de notre faute. Ouais, ou plus après, effectivement, l'annonce de la MK3, les errata, etc. C'était plus notre fête. Voilà, c'était pas de votre fête, mais ouais, c'est vrai que c'est ce qui s'est un peu passé. C'est le passage difficile. Voilà, c'est le passage. Du coup, on va passer à d'autres choses. Voilà, sur comment se comporte, je pense, War Machine en boutique. Donc là, on a une question qui demande que représentent les ventes de War Machine en MK3 en France et puis niveau mondial. Alors au niveau mondial, ceux qui nous connaissent depuis très longtemps savent que nos amis de chez Privateur Press sont extrêmement secrets. Par rapport à une mentalité un petit peu française, par rapport à une culture française, on se comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a un culte du secret qui est absolu. Donc on a des idées, évidemment, parce qu'on travaille avec différents confrères, alors surtout en Europe, les États-Unis je vois moins clair. Il semble que les ventes aient un petit peu décliné aux États-Unis, peut-être même pas mal, en tout cas les manifestations, les tournois. Pour ce qui est de la France et de l'Europe, je peux vous dire que les ventes ont explosé, ont été d'abord coupées par 3 pendant 1 an. Ça veut dire que sur une base de chiffre 100, on est passé de 100 à 30. Et puis que ces 6 derniers mois, on est même passé encore en dessous. Ça veut dire qu'on a des ventes qui ont été divisées par 5, et donc c'est des résultats qui sont évidemment à notre niveau très inquiétants. Donc les ventes pures ont complètement explosé, mais dans le mauvais sens du terme. Alors du coup, on n'a aucune idée de la proportion de la différence entre les ventes en France et les ventes aux États-Unis, par exemple. Non, ce que je sais, c'est que ce que m'ont communiqué l'usine anglaise, c'est que la chute des ventes a été beaucoup plus violente en France que dans les autres pays, et qu'ils ont eu du mal au départ à comprendre ce qui se passait chez nous. Parce qu'effectivement, mon analyse à moi de ce qui s'est passé, c'est qu'on a explosé pendant 3 ans. On a fait En fait, on est arrivé en 3 ans au même niveau que l'Allemagne, chez le distributeur Ulysses Spieler, qui avait lancé ça depuis le départ de l'arrivée de Privateur Press, au même moment de confrontation, c'était dans les mêmes années. Et il faut savoir qu'on l'a dépassé. À un moment, on est passé au-dessus de lui, donc on est devenu numéro 1 Europe en termes de vente. Et mon analyse à moi, c'est que ce qui s'est passé en France, c'est qu'il y a eu un engouement pour ce jeu, avec une concurrence qui était clairement ultra vieillissante et qui n'était pas là, donc faut pas se mentir, on a eu de la chance, il y avait moins de gens, et à ce moment-là, on a proposé quelque chose qui était très beau, très bon, donc on a explosé. Et je pense que la MK3, quand elle est arrivée, elle a été encore plus décevante pour des gens qui ont investi 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 2 ans de temps, tous les soirs à peindre des bonhommes, à commencer à comprendre comment fonctionne un jeu qui est extrêmement difficile. Et du jour au lendemain, on leur dit maintenant tu sais plus jouer, toutes les règles ont changé, et ton armée, sauf si tu as tout, mais si tu n'en as que la moitié et que tu as juste le plus fort, maintenant il va falloir tout changer. Parce que je crois que la clé de voûte de tout le problème, en tout cas pour nous distributeurs, et je pense pour vous joueurs, c'est qu'il y a une inversion totale
des références. Tout ce qui était très fort est devenu très faible, tout ce qui était très faible est devenu très fort. Évidemment, ça s'est vu, donc je peux en parler librement parce qu'on va surtout pas le nier. Nous, ça a été un énorme problème pour nous parce qu'on avait 300 000 € au niveau de stock pour suivre en valeur d'achat. Pour suivre aujourd'hui les distributions françaises, et du jour au lendemain, on nous a dit je vous explique, il faut 150 000 de plus parce que sinon on ne peut pas suivre. Et évidemment, pour nous, c'est horrible. Pour les magasins, on avait fait des implantations avec le 20-80 pour des choses qui fonctionnent bien, etc. Et du jour au lendemain, vous, magasin, tu m'as dit Guillaume, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est de la merde, on solde, on fait quoi? Et je dis, mais je fais comme vous, je sais pas quoi dire. Après, on est retrouvé dans des situations en bracadabrante. Donc les ventes, évidemment, devant ce méli-mélo, il y avait un problème de déséquilibre de règles, il y avait un problème de dégoût. Alors en France, ça a été ultra violent parce qu'à un moment, les joueurs se sont dit, hop, c'est trop compliqué. Et puis ce qui s'est passé 6 mois après, c'est qu'il y a eu la sortie de Blood Bowl, donc le réveil de Games Workshop, on a le droit de s'en parler, qui était en abstinence totale sur le marché, aveugle ou rien. Et puis du jour au lendemain, ils sortent des super jeux avec des super identités, avec des super règles, avec plein de super produits, des super prix, enfin bref. Et donc je crois que ça a complètement conditionné, ou en tout cas invité les joueurs à dire hop, il se passe quelque chose chez Games, qu'est-ce qui se passe? Tiens, on va voir, au moment où Pépé était un petit peu dans les cordes. Et puis, je crois qu'ils sont restés, ils sont pas revenus. donc voilà, donc le niveau de vente en France aujourd'hui, c'est très difficile. Je vous dis, je pense que les ventes au bas mot ont été coupées par 4 ou par 5 par rapport à la très belle époque, même s'il semblerait qu'on était surreprésenté dans cette aventure. Il y a aussi un autre truc qu'il faut se dire, c'est que quand on regarde un petit peu l'évolution de la figurine d'une manière générale, dans le marché de la figurine, la France a toujours été l'un des plus gros pays chez Game Workshop, vendeurs, devant l'Allemagne, et parfois même devant l'Angleterre, si tant est qu'on pondérait avec les ventes qui étaient faites en Europe par le système de grey market, la liste moins chère, etc. Ça veut dire que la France est un très très beau pays vendeur de jeux de figurines. Donc effectivement, nous on est moins bons. Dans les autres pays, globalement, il y a eu une décroissance, sauf en Pologne, où là au contraire, il y a eu une croissance parce que les gens s'y sont mis un petit peu plus tard et on a une très très belle communauté de hardcore gamers. Et puis on a un pays qui est en plein boom, donc on a une belle croissance, mais bon, grosso modo, les ventes, ça va moins bien. Voilà, ça va moins bien. Ok, effectivement, je pense que par rapport à ce que tu disais en France, le souci c'est que, comme tu l'expliquais, War Machine avait récupéré un peu tous les orphelins de Warhammer Battle, Ouais, ça c'est clair. et que la MK3 est arrivée juste après des investissements assez colossaux de la part des joueurs, et qui se sont sentis un peu... C'était correct, voilà. Ils se sont sentis un peu violentés par le fait qu'il fallait effectivement tout changer parce que les références fortes devenaient faibles et inversement. Et moi, c'est vrai qu'en boutique, j'ai beaucoup de retours là-dessus qui ne comprenaient pas trop. Et du coup, ils avaient un petit peu peur que Privateur Press ait la même politique que Games Workshop. C'est-à-dire que Games Workshop, ils changent quand même les choses assez souvent, les codex tournent assez régulièrement. Et les gens qui s'intéressaient pas trop à l'univers de War Machine Horde, en fait, savaient pas que la MK2 elle était en place depuis plus de 10 ans, si je dis pas de bêtises. Après, je pense que... Plus que ça. Donc ça faisait vraiment super longtemps qu'ils n'avaient pas changé. C'est presque une vingtaine d'années maintenant. Et donc du coup, 15 ans pour le jeu. je pense que le joueur français il est arrivé un petit peu trop tôt. Et je pense qu'il sera arrivé en même temps que la MK3. Trop tôt, trop tard. Ouais, trop tard. Moi je pense plutôt trop tôt, mais effectivement, là en fait la Pologne est en train de vivre ce qu'a vécu la France. Sauf qu'il n'y a pas ce problème de MK3 donc, qui se pose. Moi j'ai un avis aussi par rapport à la communauté. C'est vrai que j'en parlais, moi je regarde un peu les statistiques d'accès au forum de Battle Group par exemple. Et sur cette belle période dont on parlait, où toi de votre côté vous avez les ventes, nous on était à peu près à 6000 visiteurs différents mensuels, avec par contre du clic tout le temps. C'est-à-dire que les gens restent très longtemps, c'est des sessions d'environ 10 minutes minimum. Et grosso modo, des gens qui restent des heures toute la journée. C'est combien de clics par minute juste pour que les gens... On était à 500 clics minutes à cette époque-là. Et nous, cette chute de fréquentation, on la prend, mais nous, on baisse d'un tiers. C'est-à-dire qu'on est passé de 6000 à 4000 mensuels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, sur le forum Battle Group, il y a 4000 lecteurs différents tous les mois. Il y a énormément de posts tous les jours quand même. Il y a encore plein de clics. Bon là, j'ai pas les analyses en temps réel, ça prend plus de temps à digérer. Mais voilà, donc
voilà, je pense qu'il y a encore, des braises. Les très joueurs chaudes. sont là encore. Les joueurs sont là, les joueurs hardcore. Après, autre chose dans l'analyse, par rapport au changement de règles, il n'y a pas eu que les références qui ont changé. Il y a quelques petits points qui font. Il y a la prémesure. Le jeu avec la prémesure est devenu ultra punitif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'erreur d'appréciation. Et du coup, on ne peut pas normalement se tromper à cause d'une distance. Et mine de rien, du coup, ça enlevait un des côtés qui donnait un petit aléatoire supplémentaire. L'espoir. Un petit espoir de s'en sortir parce que le mec en face pouvait faire une bêtise. Et ça arrivait quand même assez souvent, même un très bon joueur. Là, pour le coup, on ne peut pas se placer à portée sans le faire exprès, ou alors en oubliant, du coup, punition, je dirais. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là aussi qui fait que le jeu est devenu aussi peut-être encore plus hardcore qu'il ne l'était en MK2. Alors après, les hardcore gamers s'y retrouvent. Je pense que d'ailleurs ce vivier-là n'est pas complètement parti, hein, on les voit. Ils sont là, il y a encore des joueurs de tournoi, des gros joueurs de tournoi. Qui ont changé. Et on a même en France des résultats au championnat du monde qui sont exceptionnellement bons. On a une équipe qui finit 3ème, si je me rappelle bien, c'est ça, au championnat du monde. Donc voilà, grosso modo, on a des bons joueurs, on a une base de joueurs. Il y a encore. Enfin, le jeu est pas mort en tout cas en France, ça c'est clair. Ça, effectivement, l'histoire de ces 4000 visiteurs, je pense que c'était une clé dans notre échange parce qu'on a discuté avec Boris sur le business à la base. Et puis après, comme il parlait avec toi, il m'a redonné des points clés, du coup on s'est rencontrés. 4000, moi c'est ce qui me laisse imaginer que ce feeling que j'ai vis-à-vis de ce rêve que ça peut procurer est encore là. Parce que 4000 joueurs, évidemment c'est sûr que je ne les retrouve pas dans les ventes. Et quand j'ai beaucoup échangé avec beaucoup de revendeurs sur le plan emmené là, pour ces prochains mois. Parce que j'avais fait une erreur il y a un an et je ne les avais pas assez consultés. Donc là maintenant j'ai fait le contraire, je les ai beaucoup consultés. Et je leur ai dit, pour moi, il y a encore quelque chose à faire sur ce jeu-là. Pour moi, quand on a été en plein boom, on a touché 25 000 joueurs, je dis entre 20 à 30 000. Et quand je dis 25 000, les gens disent pas possible. J'ai écouté, je peux comprendre que ce soit pas possible. Par contre, je peux comprendre que je sais combien de boîtes j'ai vendues, combien de livres j'ai vendus, et à moins qu'un mec soit complètement mongol et rachète 10 fois le même livre de Horde, en fait, ou de machine, en fait, à un moment, on a démultiplié. Donc, on a touché beaucoup de gens. Je pense que tu as raison là sur un point, c'est qu'il y a eu une tendance du jeu organisé, de la compétition et de la mesure de celui qui avait la plus grosse. C'est comme ça que ça se dit en fait, avec d'autres jeux comme Magic, avec le TC, le WTC, avec tout ça. J'ai fait partie de ce phénomène-là sur d'autres jeux. Et en fait, je crois qu'on a perdu la magie qui se passe maintenant sur un jeu de plateau. Et d'ailleurs, c'est une vraie grosse question qu'on a se poser maintenant. C'est ce jeu-là en MK1, tout le monde rigolait. Il était complètement déséquilibré, mais tout le monde s'en foutait. Tout le monde rigolait parce que c'était un jeu fun, c'était un jeu cool. Ce jeu-là en MK2, tout le monde serrait les poings, tout le monde avait envie d'apprendre, tout le monde s'en mettait plein la carafe pour essayer de comprendre les règles, les trucs, les machins, ça fusionnait, c'était un truc de fou. Ce jeu-là en MK3, là je te rejoins, c'est devenu un jeu d'interdiction. T'as pas le droit de faire ça parce que dans 3 tours t'es mort, regarde, je te montre. Merci, c'est fini. Et effectivement, même quand on passe à côté d'une table en démonstration ou quand on passe dans un tournoi de War Machine, moi j'adorais me balader dans les tournois. Et j'ai été choqué par des phénomènes où les gens ne rigolent pas, ne s'amusent pas. Si on passe, on les déconcentre, ils appuient sur pause, ils nous demandent de nous taire et de partir. Et puis le soir, les gens vont se coucher parce que boire une bière c'est trop compliqué, le lendemain il faut redémarrer. Je vous parle de cette histoire de la bière du soir parce que c'est toute la communauté en fait. Alors est-ce que c'est sociétal ou est-ce que c'est les War Machine ou est-ce que c'est lié au monde de la figurine? Franchement, il y a un moment, je sais plus moi. Par contre, j'ai un espèce de petit cri de désespoir en disant putain, mais moi par rapport à ce que j'ai vécu il y a 20 ans, ça a complètement changé. Complètement changé. Parce qu'avant, on avait cette notion casual, on pouvait se taper dessus pour savoir qui allait être le meilleur, oui, mais il y avait quand même cette volonté, à un moment de peindre ses figurines, cette volonté d'arriver avec sa propre armée à soi et de gagner, de travailler ses combos. Maintenant, la seule chose qui compte, c'est de gagner dans un univers plutôt cool, mais de gagner quand même. Et le caster kill en est la preuve. Là aujourd'hui, maintenant, un feat, un caster kill, fin. Et pourtant, on a mis des heures à travailler sa liste, à peindre ses bonhommes, à avancer. Donc il y a peut-être une mentalité qui a trop dévié avec la MK3. Excusez-moi, je suis bavard. Pas de soucis, mais je continue, je sens que c'est des choses pour les boutiques. Ouais, vas-y, ouais. Du coup, c'est des choses qui m'intéressent plutôt pas mal, surtout cette question-là. Voilà. Alors, beaucoup pensent qu'une grosse partie des achats se font sur les sites étrangers.
où les joueurs s'y retrouveraient, soi-disant, en termes de prix. Donc est-ce une réalité? As-tu un avis et as-tu également une stratégie pour remédier à ça? Je pense que si on avait tous les clients aujourd'hui qui passent des commandes à l'étranger, on n'en serait jamais là. Je pense que ils sont pas coupables parce que je pense que je ferais pareil qu'eux. Donc d'abord, faut dédiaboliser ce phénomène-là. C'est pas bien d'acheter à l'étranger. Ouais. Je préfère passer que des commandes sur mon réseau français, bah oui. Mais quand il y a un écart de 25 ou 30% ou de 40%, bah, il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on y va. Je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est la stratégie de Privateur Press. Et là, c'est même plus la mienne. Je vous ai dit que j'avais un petit historique dans la distribution avant. Effectivement, les sites e-commerce, il n'y a rien de nouveau. Ça fait 20 ans que ça existe. Et les discounters, ça fait 20 ans que ça existe aussi. Donc moi je pense qu'à l'époque j'avais tenté de mesurer en fait les achats et j'avais évalué environ 1 million d'euros par an. C'est-à-dire que quand moi je vendais 2 millions d'euros en prix TTC boutique, eh ben, j'avais évalué à 50% ou un tiers, en fonction de comment on calcule, du business qui se barre à l'étranger. Pour des raisons simples, j'avais des communautés entières de joueurs entiers qui avaient plein de figurines et qui n'avaient jamais acheté en France. J'avais fait une opération il y a 2 ou 3 ans sur les Colosses ou les Battle Engine. Je ne sais pas si tu étais là. Que tu les as passés à 99 Non, euros. ça c'était pour rigoler. Non, une vraie opération. J'avais dit au magasin, écoutez, c'était je crois il y a 3 ans, 3 ans et demi. Les grands fans vont la retrouver. Et en fait, un jour, je passe dans mes stocks et je vois plein de Colosses et plein de Battle Engine, il y en avait de partout. Et je dis à mon petit collègue, je donnerai pas le nom maintenant, mais qui a fait un bel avis maintenant dans plein d'autres trucs, je lui dis s'il te plaît, est-ce que tu pourrais compter à peu près combien il y en a? Et donc il remonte 10 minutes après, il me dit putain, mais il y en a trop, je peux pas les compter. Et ben je dis ok, bah, tu prends tout le monde en bas, vous remontez, vous les mettez sur une palette en haut, là, dans la salle principale, je veux tous les produits. Il m'a dit mais t'es malade, j'ai dit je veux tous les produits. J'avais identifié, j'avais ressenti qu'on avait une énorme valeur de stock qui était immobilisée parce qu'on vendait les colosses en tant que bons élèves à 130 euros, 140, 150, 120. Et je lui ai dit bah ok, voilà ce qu'on va faire, on va prendre notre prix d'achat, on va garder 10% de marge et on donne la remise aux revendeurs et on pète les prix, on éclate tout. On va dire non, t'es sûr, on éclate tout. Et c'était une opération au mois de mars et ça devait être pour les 2 ans de Victoria Game, je crois. Je crois que c'était. C'est 1 an. Parce que les 2 ans, c'était les bouquins. Ouais, donc c'était il y a un an. Et donc on s'intéressait à ça. Et on n'en vendait jamais. Et puis bah là, on a dû en vendre, je sais plus le chiffre en tête, mais c'est 500 ou 700 colosses. Et à tel point que les boutiques qui m'ont commandé après, j'en avais plus en stock, j'ai dû repasser une commande. Il se trouve que j'ai passé une commande chez Rigeri, donc notre interlocuteur chez War Machine, chez Privateur Press, qui m'a dit Guillaume, tu t'es trompé dans le colisage, tu t'es trompé dans les quantités. J'ai dit non, je me suis pas trompé, puis s'il te plaît, dépêche-toi parce que c'est déjà vendu. J'ai dit c'est pas possible. Et c'est à ce moment précis où j'avais aussi cette volonté de comprendre, de me dire bah si c'est le prix le problème, si à un moment on n'a pas de joueurs, on va pas vendre, on va en vendre 2 ou 3. Et en fait on a tout éclaté en espace, on a mis l'opération le vendredi soir, le lundi on était rupture de chez rupture de partout, et du coup on avait acheté les produits pour pas gagner de l'argent, mais par contre on avait fait vraiment une démonstration de force vis-à-vis de Privateur Press, qui finalement s'en foutait complètement, mais en tout cas nous on avait vu qu'on ne peut pas vendre autant de colosses si on n'a pas des joueurs derrière. C'est ça qui m'intéressait. J'en ai perdu le fil de ta question, Du coup, c'était la stratégie oui. pour éviter que les gens partent ailleurs. Donc on s'est rendu compte que les gens achetaient ailleurs, puisque s'ils n'achetaient pas chez nous, ils achetaient ailleurs. Il faut aussi comprendre un autre truc, c'est que quand nous, on n'a pas été, quand on n'était pas là avant, et lorsqu'il y a eu quelques différends, Intrafin, Millennium, les réseaux de distribution, des gens que je comprends vachement mieux maintenant depuis que je travaille depuis longtemps avec Privateur Press, on s'est rendu compte que la centaine de hardcore gamers du départ, le noyau de la MK2 qui était là au départ, avait pris l'habitude de commander à l'étranger. Et on s'est dit, bah c'est cool, maintenant on va mettre ça sur 100 revendeurs en France, on va apporter la traduction et c'est bon, c'est parti. On s'est rendu compte que ça n'a pas du tout marché comme ça. Parce que les 100 qui étaient habitués à commander à l'étranger, d'abord ils s'en foutaient du français. Et puis bah, ils ont invité leurs petits copains à acheter à 30% moins cher, puisque c'est tellement plus simple, chez Wayland je cite, chez Discount Games encore, et chez d'autres, où finalement, via des systèmes de taux de change, via des systèmes de stratégie commerciale, etc., et je vais après vous l'expliquer, eh ben, on vendait beaucoup moins cher que nous et nous laissait aucune chance pour réagir.
Donc ça veut dire que la part à l'étranger de ce business-là, elle est monstrueuse. Aujourd'hui, s'il y a 4000 clics sur ton site, Eric, j'ai beaucoup échangé avec des revendeurs qui me disent le problème c'est qu'on ne recrute plus. Je dis oui, soit. Donc ça veut dire qu'on est prêt à admettre que 4000 joueurs n'achètent absolument plus aucune figurine ou sur le marché de l'occasion, les nouveautés ils sont contre voc, ça sert à rien et tout le reste ils n'en ont pas besoin. Évidemment, la réflexion est absolument complètement stupide. Donc l'idée c'est de savoir où est-ce qu'ils achètent puisqu'ils n'achètent pas chez moi. 4000 joueurs n'achètent pas chez moi. Donc à l'étranger c'est sûr, quand on va se balader sur les sites étrangers, je peux en parler maintenant parce que effectivement on a vécu autre chose, les taux de change ont bougé. Ce qu'il faut savoir c'est que Victor Agam achète aujourd'hui tous ses produits ou en US dollars via Privateur Press pour tout ce qui est plastique et résine, ou pour tous les produits en métal, achète dans une usine anglaise, Cerberus, certains l'ont entendu, en livres sterling. C'est-à-dire qu'on achète des produits qu'on va vendre en euros, indexés sur 2 taux de change, 3 si on considère l'euro dedans, extrêmement variables. Ce qu'on a vécu juste avant l'arrivée de la MK3, lié à la crise de l'euro, c'était pas la crise du dollar, c'était pas la crise du sterling, c'était la crise de l'euro, c'est qu'en fait on a vu notre marge commerciale exploser. C'est pour ça qu'on avait rehaussé les prix de 10-20% la deuxième année, je crois, ou qu'on avait rehaussé un petit peu les prix publics. Mais notre marge a été littéralement coupée en deux avec ce taux de change qui a complètement flambé. Lorsqu'on a eu ce problème, Privateur Press a décidé de maintenir ses prix et Cerberus ne pouvait pas bouger. Ça veut dire que concrètement, on vend des produits en Europe, sur le continent le plus gros en termes de figurines, en termes de vente, on a Game Workshop qui peut nous l'expliquer, et le marché du board game. Et en fait, sur le potentiel le plus gros, on le traite n'importe comment, avec des taux de change complètement variables, et la distribution européenne ne peut pas se poser et se stabiliser là-dessus. Alors la crise du sterling, la crise via le Brexit a changé pas mal de choses pour nous. Donc on s'est dit chouette, les plus taquins, pas que du Battle Group, des clients ont dit ah bah c'est cool, maintenant vous achetez moins cher, vous allez pouvoir baisser les prix, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait notre stock de 200 000 € qu'on a acheté 30% plus cher? Ça c'est votre problème, vous êtes un professionnel, d'accord, donc je vais perdre 50 000 € puis je vais racheter 100 000 maintenant. La vraie vie c'est qu'on est une toute petite société, qu'on est incapable d'encaisser ce phénomène. La vraie vie, c'est quand on va attaquer un continent entier, il faut au minimum protéger la monnaie sur laquelle on fait ce business-là, ou bien accepter de vendre des produits variables, à prix variable. Sauf que 1000 références avec des produits à prix variable égale pas de distribution chez toi. Imagine, toutes les semaines, je te dis tes prix changent. Tu dis, laisse tomber, je peux pas travailler. Donc ça, évidemment, c'était pas possible. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand la sterling a été plus basse, Wayland est devenu ultra compétitif sans qu'on puisse bouger. Parce qu'on avait un réseau de distribution, parce que pour nous, changer un prix, c'est une liste Excel, sauf que changer un prix dans 100 magasins, c'est 100 listes Excel au minimum, et puis c'est 100 mecs qui vont taper ça pendant 3 jours, parce qu'il faut modifier toute la base, qui peut changer dans 3 jours. Donc, la stratégie de prix, pour nous, il est essentiel maintenant de la bouger. On a vu une chose, c'est quand on vend plus cher, on vend rien. Donc les seules certitudes que j'ai aujourd'hui, c'est que la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, bref, tous les pays en zone euro vendent beaucoup plus cher que le reste du monde. On a vu une deuxième chose, c'est que historiquement, l'Allemagne, l'Espagne, un petit peu l'Italie, la France sont des pays extrêmement puissants en termes de vente, qui développent le business et puis qui finissent par concéder leurs ventes en Angleterre, voire aux États-Unis. Donc évidemment pour nous c'est un fléau et il est hors de question que ça continue comme ça. Donc la stratégie qu'on va mettre en place en même temps que cette traduction, c'est une modification des tarifs avec une baisse des prix publics. Cette baisse des prix publics, il faut être super clair, elle ne va pas être magique. La sterling, bien sûr, la livre sterling va nous aider à nous positionner. Ça ne va pas nous aider à financer notre stock, mais ça va nous aider à nous positionner. Et surtout, ça va se faire avec l'accompagnement des revendeurs qui vont nous accompagner, force et contrainte, nous suivre ou pas, parce qu'il y en a plein qui ont arrêté, mais en tous les cas nous accompagner avec une remise pour travailler moins conséquente, et donc on va faire des efforts conjoints pour réattaquer le marché et récupérer notre part de marché naturelle qui est, je pense, largement supérieure à ce qu'on vend aujourd'hui. Donc ça veut dire que oui, on va devoir toucher les prix, et ça veut dire que oui, on va devoir faire des efforts. Le résumé il est un peu court. Si on rentre un petit peu dans le détail, j'ai tenté beaucoup de négociations avec Privateur Press pour avoir des meilleures conditions, pour être capable de réimpacter de ce qu'on appelle ce grey market,
Donc ce marché parallèle qui via des systèmes de taux de change, via des systèmes d'arnaque de TVA, via des systèmes de tout ce qu'on peut imaginer, permet aux consommateurs d'acheter moins cher sans que nous on puisse bouger. La situation aujourd'hui elle est claire, quand un Américain vend un produit à 80 € parce que nous on est français on doit le vendre 100. Alors les gens disent bah non, tu pourrais le vendre à 80, oui je peux, donc je vais vous laisser une marge commerciale de 10% et puis moi je paye mon argent. Puis on dit mais c'est complètement con ce que tu dis, autant que ce que vous venez de dire de vous aligner, parce que le taux de change de l'époque de 1,40, l'époque où un produit valait 100 $ et où nous on l'achetait 60 € est complètement terminé, même si les taux de change en ce moment me donnent complètement tort, mais bon, un jour sur 5 ans, on ne voudrait pas, parce que en ce moment le taux du dollar est plutôt dans notre sens, assez favorable, mais donc notre difficulté aujourd'hui c'est que Privateur Presse a dit non, et que la seule et unique manière de demain d'être capable d'aligner les conditions commerciales serait de créer une usine en Europe, voire en France, que j'ai tenté aussi des négociations là-dessus, puisque ça fait maintenant quelques années que j'en parle aux revendeurs, en disant on est sur quelque chose, on a envie d'essayer, on pousse, on envoie des samples, etc. Mais Privateur Presse, est-ce une force ou est-ce un énorme problème, et extrêmement traditionnel dans sa façon de procéder, extrêmement protecteur de tout ce qu'il a mis en place, et donc modifie ses conditions extrêmement lentement. Est-ce qu'il est favorable à créer, à produire en Europe? La réponse est oui. Donc j'ai un engagement de Matt Wilson en disant oui, on aimerait bien que tu fasses quelque chose pour nous, mais avec des lettres en majuscules, on veut ci, on veut ça, on veut ci, on veut ça, et on a un cahier des charges digne de la NASA pour tenter d'y répondre, et donc effectivement c'est compliqué pour nous d'y répondre. Donc on va partir sur une question que tu as commencé déjà à répondre sur le long monologue que tu nous as fait juste avant. Du coup sur la baisse de prix, alors quand est-ce qu'elle va être active et qui va devoir faire l'effort? Toi ou les boutiques, nous? Ou les deux. Ou les deux, mais je préférerais toi. Du coup, personnellement... Peut-être Privateur Presse. Peut-être, mais j'y crois pas trop. Moi, T'es joueur, toi. Oui, les joueurs. Il vit dans le rêve avec nous. Écoute, j'aimerais que cette baisse de prix arrive avril, mai, juin. Alors je me laisse 3 mois, ça peut paraître flou, mais en fait très très vite, en tout cas avant les grandes vacances. J'aimerais que ça s'accompagne en fait d'un financement participatif pour l'ensemble de la traduction, puisque on a parlé d'un petit bout, on veut traduire les livres, ok, il y en a 13, qu'est-ce qu'on fait? On veut traduire les cartes, ok. On veut traduire tous les errata qui ont été portés, traduire, adapter, etc. On veut mettre en place un système d'abonnement, on va parler de tout ça. On veut mettre en place plein de choses, et évidemment la baisse de prix pour moi doit arriver dans ce nouveau projet, elle ne peut pas arriver toute seule. Donc je ne sais pas te répondre quand, la décision en fait n'a pas été prise, j'ai pas fini de faire le tour aussi avec l'ensemble des revendeurs, même si j'ai fait les essentiels abonnés et historiques au moins en termes de chiffres. Ça ne veut pas dire que les autres ne m'intéressent pas, bien au contraire, c'est vraiment ce que je suis en train de dire, j'aimerais bien finir le tour le plus vite possible. Le plus vite possible. Qui finance ça? Il y a des chiffres que j'ai pas envie forcément d'énoncer avec le grand public, mais une petite partie pour vous, puisque vous allez avoir grosso modo un quart de votre mise, un petit peu moins d'un quart, qui va être la participation à cette baisse de prix. De notre côté, on reprend tout le reste. Donc pour vous, ce sera très facile de le calculer, puisque vous connaissez votre mise, vous connaissez la baisse de tarif, donc vous allez savoir de suite l'effort qu'on a fait. L'effort pour nous, en fait, il est énorme, et il part du principe, sans rien cacher, et là ça risque d'être un petit peu un effet de surprise, mais il part du principe qu'il va y avoir davantage de ventes en direct, et davantage qu'aujourd'hui 100% de l'intégralité qui ont été faits par l'ensemble du réseau. Ce qu'il faut mesurer, c'est que dans une distribution bien complète, on a toujours 10 à 20% des ventes qui sont faites en direct via le site de la marque, et l'ensemble porté par des projets. Chez Mantic, pour ne pas les nommer puisque je les connais bien, en Angleterre, c'est le double, et pas le double de 10%. Alors on peut se dire que c'est excessif, que c'est beaucoup, que c'est tout ça. Réellement, c'est un nouvel équilibre. Ce que je voudrais, moi, c'est continuer à bien travailler avec des gens comme toi, et comme tous ceux qui ont continué à prendre la gamme parce qu'ils apportent une vraie valeur ajoutée. Chez toi, on sait que tu appelles tous tes clients, que tu les suis, et que tu fais un vrai suivi personnalisé, que tu les bichonnes, et quand ils envoient une commande, ils n'envoient pas quelqu'un à une liste informelle. On a des gens comme Philibert, que je veux citer évidemment, qui sont les mastodons de la distribution, mais qui font un travail exemplaire sur le stockage, l'expédition, la réactivité. On a des gens qui sont plus dans la figurine, comme Hobbyshop, avec qui j'ai démarré l'aventure de War Machine en France, ou des revendeurs locaux, Chronic Games, Paris, etc. C'est un moyen aussi pour moi de les citer maintenant. En bref, il y a des gens qui ont apporté énormément de choses à War Machine.
sur des aspects différents. Ces gens-là, je veux les porter plus que jamais. En revanche, il y en a beaucoup qui ont croqué le gâteau, parce qu'il y a un énorme effet de croissance, qui n'ont absolument rien apporté, qui ont commandé de la commande client chez nous, qui ont payé 3 semaines en retard, et à la fin, qui nous ont privés de valeur et de sources de revenus, qui auraient pu nous aider à tenir le coup peut-être davantage face à une tempête comme ça, et qui pourraient nous aider à gagner davantage d'argent, parce que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si on va continuer parce qu'on en perd de trop, ou si on va continuer parce qu'on peut espérer un jour en gagner. La réflexion, vous êtes dans nos locaux, vous avez vu à quoi ça ressemble, il y a toujours un effet de surprise. Donc on est une petite start-up, c'est ça que je suis en train de dire, on n'est pas des gens qui s'enrichissent à vendre sur le dos de War Machine, etc. On a entendu des délires sur Battle Group de ce type. Aujourd'hui, on veut rester dans le coup. Donc, on va le financer à deux. Mais du coup, tu annonces une baisse de prix jusque juin, on est en mars, et on fait quoi en attendant du coup? Alors, en juin, je pense que je l'aurais fait avant, j'espère le faire avant. J'ose dire que pour nous, ça a pu changer grand-chose. D'abord, parce qu'on a un niveau de vente aujourd'hui qui est très très bas, et très très bas pour très très bas, ok. On est prêt à l'assumer. La seule chose qu'on veut, c'est si on a à faire une relance, d'abord je pense que ce sera la dernière, parce que pour la 3e fois on va retraduire le jeu, c'est quand même un message qu'il faut apporter. 3e fois parce qu'on a traduit la MK2 puis la MK3 et là on va traduire la MK3 bis en fait, on va aller jusqu'au bout, on va refaire tous les errata, etc. Donc je veux que cette 3e relance elle soit l'image de ce que moi je pense de la marque et de ce que je pense de ce business, et qu'on essaie de faire les choses avec nos moyens, avec nos forces, qui sont la traduction, l'impression et le réseau de distribution, mais qui soit beaucoup plus adapté à l'image de cette vidéo qu'on n'a jamais fait par le passé, beaucoup plus adapté au marché actuel. Et je crois que le marché actuel, il ne faut pas se mentir, je vais énoncer un gros mot ou un mot très important qui s'appelle Kickstarter. Et le Kickstarter, il y a plein de débats sur Trick Track, sur plein de trucs en disant c'est cool, c'est pas cool, que font les revendeurs, etc. Je crois que notre vision à nous, c'est de dire que le Trick Track aujourd'hui, le Trick Track, le Trick Track il me perturbe, ils ont un bel impact encore sur la communauté. C'est de dire qu'aujourd'hui le Kickstarter c'est un mastodonte à considérer sur le marché de la figurine. J'ai pendant très longtemps fait partie de ceux qui disaient c'est cool les Kickstarter parce que ça porte des projets comme Zombicide, ça les emmène en magasin et ça emmène des nouveaux beaux projets. Et là, les bisounours, c'est fini. Donc je me suis un petit peu réveillé en prenant conscience que lorsqu'on clique sur le petit onglet communauté, un Kickstart sur un projet, on voit le nombre de participants à l'échelle d'un pays. Et quand on voit 2000 € sur un beau projet français, je ne vais pas citer Batman parce qu'on est dedans, mais on peut citer Mythic Games, on peut citer Conan, on peut citer plein d'autres jeux. Et puis même plein Septième continent. C'était fabuleux, c'était continent. Mais c'est jamais allé en boutique par exemple. Hein, jamais en boutique, 8 millions et 2 Kickstarter. voilà. Et puis moi ce qui me choque, je vais vous dire, c'est même au-delà de ces trucs. En fait là on est dans le premier vernis, dans la première couche où on se dit ah putain, bien, pas bien, et puis on n'est pas d'accord, et on voit une gueule, et on s'arrête. Moi je voudrais juste qu'on aille jusqu'au bout de la démarche, qu'on fasse une multiplication. Quand on a aujourd'hui 3000 backers sur un projet, dans les jeux de figurines, on sait que l'entrée est souvent à 120, 150 €. Mais on sait aussi, quand on connaît un petit peu ces spécialistes, qu'il y a plus de la moitié, si ce n'est pas 70% des gens qui vont beaucoup plus loin dans les paliers et qui vont acheter des budgets de 300, 400, 500 €. Et je veux faire juste un calcul qui paraît stupide comme ça, mais on se dit, tiens, un beau projet, il y a eu 3000 backers en France, ok, très cool. La totale était à 700, ok, faisons 3000 x 500, alors on n'a qu'à faire un petit calcul comme ça, juste pour voir. Et puis ça fait 1,5 million. 1,5 million, c'est aujourd'hui un an de vente de War Machine. En un mois, sur un jeu plateau. On se parle de 3000, la base de calcul, c'est-à-dire la France, en un mois. Faut pas se leurrer, et là c'est tout mon résumé. Sur notre cible clientèle de 25-50 ans, j'ose pas dire 35-45, ça va être 70% du budget qui va être absorbé one shot, parce qu'une fois qu'ils auront dépensé 500 balles dans le mois, même le petit booster à 12 balles, il devient super cher. Voilà. Et alors si jamais c'est un colosse à 150, là mon dieu c'est un scandale, la figurine coûte très cher. La vraie vie c'est qu'ils viennent de claquer tous 500 balles et qu'aujourd'hui le Kickstarter a un vrai fléau. Alors pourquoi je parle du Kickstarter dans notre stratégie à nous? C'est une démarche qui est faite en direct, dans laquelle en fait l'essentiel de la marge de la distribution qui est supérieure à la moitié du prix, puisque aujourd'hui le revendeur plus le distributeur c'est 60 à 70% du prix d'un produit
qui est mis pour que le produit soit bien vendu en magasin, et bien tout ça, ça se transforme en nouveaux produits, en cadeaux et en marge commerciale. Et cette marge commerciale est investie dans la com, la communication. Et moi, je suis peut-être d'une vieille école où on faisait des emailing, où on faisait des choses propres, des appels, des campagnes d'appels téléphoniques, etc. Et bien là, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit sur les Kickstart, c'est que c'est une montagne de com, une montagne de choses magnifiques, avec des budgets colossaux qui sont mis en place avant l'opération. Et nous, on n'a aucune chance si on ne se bouge pas, aucune. Donc pour moi, la distribution, on va dire, de l'époque sur le marché de la figurine uniquement, à envoyer 3 e-news, à envoyer 3 figurines par mois et à escompter qu'aujourd'hui les joueurs, les consommateurs vont rêver avec 3 figurines alors que dans le même mois ils en ont 300 à regarder pour à peine 10 fois le prix. Et ben pour moi c'est une stratégie qui est en train d'être en danger. Donc c'est à nous d'envoyer davantage de com et la com se financera avec de la marge. Voilà. Donc je parle d'un nouvel équilibre avec plus de ventes en direct, c'est sûr. Ça peut choquer un petit peu les revendeurs, ceux qui me connaissent, pas ceux qui me connaissent pas, mais ceux qui me connaissent sachent que je veux continuer à travailler avec vous sans rien changer. Par contre, ce qui est évident, c'est que tous les revendeurs dits opportunistes, j'essaierai davantage de transformer mes ventes en direct. Là où à l'époque, j'aurais de suite décidé d'appeler le revendeur local pour dire tiens, j'ai 2-3 clients chez toi, etc. Je vois que ça commande, est-ce qu'on peut pas essayer de développer le business ensemble? Et ben aujourd'hui, je favoriserai mon site internet ou je favoriserai les revendeurs e-commerce que vous êtes, parce qu'aujourd'hui vous êtes une grosse part de mon business, donc il y a aussi une mutation, je dis vous, toi, donc Warmashop, Hobbyshop, Philibert, vous êtes aujourd'hui une grosse part de mon business, donc quand j'ai évidemment beaucoup de revendeurs locaux qui me disent ton jeu il n'est pas demandé, ça marche pas, ok, je pense que si on regarde votre part à vous sur le secteur, on dit bah bizarrement il marche, bah oui parce qu'il y a un gros club qui fonctionne, etc. Donc je pense que ce qu'il faut, une nouvelle façon d'attaquer le marché. Je crois que c'est ça la synthèse. Ouais, je voudrais te reprendre sur le sujet Kickstarter du coup, parce que tu as commencé avec le Kickstarter et un fléau, puis en même temps j'ai entendu une ou deux phrases qui laissent à penser que tu veux aussi rentrer dedans. Et du coup, ça serait sous quel format? Parce que Pictora Game ne produit pas les figurines ni le jeu. Donc qu'est-ce que tu vas vendre comme nouveauté? Qu'est-ce que tu vas faire sur Kickstarter en fait concrètement? Et comment ne pas s'en servir comme un fléau alors, dans le cas là. Je pense qu'il y a alors il n'y a aucune contradiction et je vais m'en expliquer. Voilà, donc pour te répondre, il n'y a aucun paradoxe dans mon approche. Mon approche c'est de dire que pour que War Machine existe, War Machine c'est un jeu avec de la figurine dans un univers. Et cet univers nous permet de rêver et nous permet d'acheter des figurines pour se projeter et de jouer pour encore se projeter. Donc en gros, pour faire simple, il y a des écritures, il y a des images et il y a des figurines. Aujourd'hui, j'ai pas prévu de vendre et de lever des fonds avec les figurines. Est-ce que ce ne sera pas accompagné avec quelques figurines bonus? Peut-être que oui. À ce stade-là, la seule chose que je sais, c'est que si notre jeu n'est pas traduit en français, et on en a longuement échangé, je suis sûr que ça ne redécollera pas. C'est une conviction personnelle, je peux me tromper, mais jusqu'à présent, les convictions personnelles à l'époque, on m'a dit que War Machine, ça ne redémarrera jamais, parce que c'était mort, parce que ceci, parce que cela. Ensemble, on a vu que ça a très 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 bien fonctionné. Mais les clés de distribution, me semble-t-il, c'est la traduction et tous les outils nécessaires pour que le jeu devienne facile. Aujourd'hui, il me semble, j'ai voulu moi me remettre au jeu plusieurs fois. À chaque fois, c'était un enfer d'aller chercher les thèmes force, d'aller chercher la bonne règle, de comprendre qu'il y avait un petit point qui avait changé sur ce castor-là parce qu'il était trop fort et puis finalement ça a changé, ou parce qu'il n'était pas assez, qu'il y a trop bonus, et que donc il faut un errata permanent et on ne peut plus maintenant faire des listes pour changer les errata. Le joueur il veut tout de suite, et le Kickstart c'en est un super exemple. La démarche de Games Workshop avec ses nouveaux produits clés en main qui sont fabuleux en est un super exemple aussi. Maintenant c'est du ready to play, c'est maintenant, on veut prendre du plaisir, maintenant on ouvre la boîte, on lit, on veut jouer. War Machine, c'en est devenu l'antithèse. Donc, Ulule, Game On, Kickstart, je doute, parce qu'un Kickstart à l'échelle française, c'est peut-être ridicule. Le financement participatif, pour moi, c'est financer la traduction, financer une application, financer un système de mise à jour de règles, d'abonnement, de petites cartes, où le client il achèterait son deck et pendant 6 mois, il recevrait son abonnement, toutes ses cartes, tous les mois, et après il pourra prendre un abonnement, ça lui coûtera 1,50 €, et puis tous les mois il recevrait ou les nouveautés de sa faction, ou bien les changements de sa faction, en bref il recevrait absolument tout
Du coup, il est tranquille. Il reçoit sa petite enveloppe de mise à jour, il est là, et puis on avance. Donc, je suis pas dans une démarche où je vais dire je vais lancer un Kickstart et puis je vais brûler tous les revendeurs que vous êtes. Je suis dans une démarche d'abord de dire d'abord on va utiliser un vrai mot, ça s'appelle un plan de sauvegarde. Parce qu'aujourd'hui War Machine en France est menacé par le fait que nous sommes menacés, parce qu'aujourd'hui on continue à entretenir, et vous l'avez vu, un énorme stock. Et pour financer un stock, il faut vendre. Et quand on ne vend plus, par définition, on a de l'argent qui est mobilisé. On a toujours des charges qui tombent. Et donc, on est une société, il ne faut surtout pas se tromper. On ne peut pas rester dans une situation comme ça. On est obligé de bouger. Donc, on a besoin de fonds pour traduire, pour relancer le jeu et montrer aux gens que oui, on est là, que oui, on a le savoir-faire. J'ai la faiblesse de penser qu'on a développé des super choses avec d'abord 70% de la traduction qui est faite dans le système. Et ça, c'est je pense, très très bon. On ne va pas se lancer sur 13 livres avec des milliards de mots à bouger. On se parle bien de 30% de chaque bouquin. Idem pour les cartes, puisque les cartes ont toutes été traduites, il reste des errata. Mais réellement, mis à part le deck de Scorn, les errata sont somme toute assez mineurs. Les thème lists n'ont jamais été traduites, là où jamais, pas tout. Là, c'est un vrai problème. Les steamrollers n'ont pas été traduits, ou en tout cas en partie. Là, c'est un autre problème. Et puis, je pense qu'on a aussi envie de proposer d'autres choses. Donc là, j'amène ça comme un cheveu dans la soupe, mais on va forcément reparler après. Toute la communauté m'a témoigné et de la frustration sur, pour tous ceux qui n'étaient pas joueurs, évidemment, hardcore gamers, la frustration sur le caster kill, la frustration sur la mesure de portée, la frustration sur l'interdiction. Privateur Press apporte un nouveau jeu qui s'appelle Company of Iron. Donc on a lancé d'ailleurs ce petit kit de règles uniquement en France, je le précise parce que des fois les critiques vont vite, mais Privateur Press ne vendait qu'une seule boîte avec des figurines dedans, etc. Et on a sorti cette boîte-là pour en fait avoir tous les livrets de règles et juste les cartes nécessaires au jeu. Ici c'était une version très soft de War Machine. On profite de la qualité de sa figurine, on profite de ses piétons qui étaient plus souvent utilisés, plus assez en tous les cas par rapport à Warjack et Warbeast. Donc évidemment, forcément, puisqu'on propose un jeu avec des piétons, l'accueil a été mais où sont passés les robots? Justement, on voulait essayer de... Bon, ok. Donc un jeu beaucoup plus casual. Et puis il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais c'est cool, mais c'est pas War Machine. War Machine, c'est un caster qui a des pouvoirs magiques, ou de communication, on comprend pas, et qui pilote des robots et des Warbeasts. C'est ça War Machine. Donc on a dit ok, peut-être que ce financement participatif est peut-être l'occasion d'abord de réunir tous ceux qui vont en parler, parce que je ne suis pas tout seul dans cette démarche, et de créer un nouveau steamroller. Non pas enterrer le premier, surtout pas, il y a les compétiteurs, mais finalement puisqu'il y a plein de casuals, alors même si on n'est pas d'accord pour les chiffres, il y en a entre 10 à 15 000 qui sont partis, ça c'est certain, et 10 à 15 000 c'est quand même juste colossal. Qui disent non mais moi attendez, j'ai pas envie de peindre pendant 107 ans une armée, et puis in fine dire caster kill, je veux pas. Donc maintenant j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter de ma partie. Donc peut-être qu'on peut faire un deuxième ou un troisième style de jeu, règlement, qui reprendra absolument l'ensemble des règles de War Machine, mais qui supprimerait le caster kill et la prémesure, qui sont deux modes où on a supprimé l'aléatoire et deux modes où on a supprimé la magie. J'ose faire une comparaison pour les gens qui ont joué à Armor Battle avec le coup de canon qui était capable d'abattre un dragon en une fois, ou un coup de plasma dans un temple ou que sais-je, des choses qui ont toujours fait rêver les joueurs parce que en une succession de chances au dé, on avait une chance de tout renverser. Voilà. Donc peut-être que le financement participatif va être aussi un moyen, un moment d'échange où on va être capable de lancer ce troisième mode qui est encore une fois pas grand-chose, mais qui est surtout un engagement fort de Victoria Game et de la communauté, quelque part qui représente aujourd'hui avec nous, mais de dire ok, si vous voulez un troisième mode de jeu, on y va, parce qu'on a la main aujourd'hui pour écrire ça, parce qu'on ne va pas dénaturer Privateur Press, parce qu'on va juste s'adresser à une cible de joueurs qui ont envie d'être beaucoup plus casus, à une cible de gens qui ont envie de prendre plus de temps sur la table et pas de se dire que 10 minutes après tout peut s'arrêter. Voilà. Donc le financement participatif pour moi, on n'est pas dans une démarche de tout vendre en direct. Encore une fois, c'est pas mon produit, je suis distributeur, j'ai des contrats avec Privateur Press, il y a des choses que j'ai le droit de faire et d'autres pas, et vous avez compris que Privateur Press en matière de décision est complètement autonome et fait ses choix et nous prévient après. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. T'en as une autre, Maurice? Non, du coup, t'as bien répondu. En plus, t'avais répondu à une question qui demandait un peu les restrictions de PP. Je pense qu'on a compris qu'en gros, il décide et après toi tu subis. T'as pas vraiment ton mot à dire. Ça va plus loin que ça en fait. Ouais. Là, c'est un petit coup de gueule. Je leur ai déjà dit, donc je me sens libre de le dire aujourd'hui. Les communications, on les a après vous.
Ça veut dire que les communications, on les reçoit en même temps que la distribution. C'est-à-dire, on est tous dans le feu d'une journée. Les hardcore gamers vont d'abord avoir à les valider au titre du CID, au titre d'un autre programme un peu plus confidentiel avec des joueurs qui vont tester les règles et les profils. Et ensuite, lorsqu'ils auront pris la décision, ils vont envoyer le message d'alerte. Le message d'alerte de la MK3, on a eu une journée pour le traduire, il faisait 2 pages à 4. On se parle de la MK3, enfin de la nouvelle édition. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une absence totale de communication vis-à-vis de nous. Évidemment, c'est un coup de gueule, ça gratte, on reçoit des emails. Qu'est-ce qu'on fait avec un email? Sachant que je vous rappelle que Seattle, il y a un décalage de 9 heures, ça veut dire qu'on aura toujours une journée de retard, puisqu'au moment où ils sortent le message à 10h du matin chez eux, il est déjà 19h chez nous, donc c'est la fin de la journée. Évidemment, tous les hardcore gamers le savent, commencent à enflammer les réseaux, et nous, le lendemain, tout au mieux, ce qu'on peut créer, c'est un pétard mouillé avec un espèce d'écho double vague d'une fausse traduction qui arrive après un effet de tonnerre, quoi. C'est ça qui se passe. Donc, on subit beaucoup. Et la seule chose où on ne subit pas, c'est l'impression et la traduction. Donc c'est aussi important de préciser que ils nous ont, alors je leur ai un peu tapé dessus, donc maintenant je vais aussi les mettre en avant. Ils nous font une entière confiance depuis le départ sur notre qualité de travail sur les traductions. Ça veut dire qu'on n'a pas des 36 000 allers-retours comme avec des licenciés pour valider les livres, etc. On fait le travail, on lance, et puis on leur fait des comptes rendus. Mais des comptes rendus à 6 mois, à 1 an. Ils nous laissent travailler. Donc c'est quand même une grande chance. Donc si on veut créer, c'est encore une fois un appel aujourd'hui à la communauté, mais si on veut créer un mode qui nous fait plaisir, je peux aujourd'hui faire un PDF, le mettre en ligne sur notre site internet, le porter avec Battle Group. Je crois qu'on a la volonté de faire davantage de choses ensemble. Et donc finalement, apporter le système de jeu que veulent les gens, parce que dans toutes les communautés de jeu, dans toutes les marques et dans tous les grands projets de grands jeux, à un moment, c'est les communautés qui ont permis d'affiner les choses et permis d'améliorer les choses. D'ailleurs, ils le font avec le CID. Donc, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire un mode beaucoup plus casual, où 80% des joueurs français qui sont partis vont se retrouver et vont pouvoir revenir pour profiter d'une belle mécanique de jeu, mais sans les systèmes méga frustrants, quoi. Ok. Après, moi, c'était un truc par rapport à nos boutiques. Tu te dis distributeur, tu dis que sur ta future stratégie, ça va être de vendre de plus en plus en direct. Donc, on sait bien que tu nous avais dit que voilà, les prix seraient assez fermés. À partir du moment où on va vendre exactement au même prix que toi, comment nous, boutiques, on va pouvoir justifier en fait aux joueurs de porter un intérêt sur notre boutique, sachant que le stock, tu l'as, nous, on peut pas l'avoir. Autant de stock que toi. Voilà, les gens savent très bien que nous, on te commande et puis après on envoie. Donc du coup, pourquoi le client viendrait du coup chez nous en se disant, voilà, si je commande chez Victoria Game, je l'aurai plus vite et je l'aurai au même prix. Donc du coup, comment nous on peut... Alors, les fraises Tagada, bref. Les fraises Tagada, oui, c'est grâce à ça que... Moi, je vais mettre des fraises beaucoup de bananes. choses. Je vais mettre des petites bananes dedans. Je ne pas mes secrets. C'est secret, non. Comment dire? En fait, pour moi, c'est une évidence totale. Et cette question, elle est légitime, surtout qu'elle est sur le papier et puis que tu la portes un petit peu. Mais c'est une évidence totale et peut-être que vous êtes vous dans votre business et que vous ne le voyez plus. On a plein de clients qui nous écrivent des fois en disant vous n'êtes pas assez réactif, etc., etc. Je parle chez Victoria Game. Ils ont raison. On n'est pas assez réactif parce qu'on n'a pas une personne qui gère ça à temps complet. Parce que quand on a une personne qui va s'occuper du service client, elle va avoir pour fonction de faire de son mieux. Mais elle fera jamais la même chose que toi, Boris, le patron de ta boîte, que un Greg de chez Bishop et que plein d'autres. Jamais. Parce qu'à un moment, vous avez un engagement. Et cet engagement, c'est vous, en tant que patron de boutique. Donc vous apportez des choses. Il y a, je recite Bishop, parce qu'il a fait partie de l'histoire, personne n'a proposé autant d'articles, avec de la peinture, avec des projets de modélisme, de malades comme ils ont pu faire. Leur valeur, clairement aujourd'hui, c'est de maîtriser tout ce qui tourne autour de la figurine et du savoir-faire. Donc moi aujourd'hui, quelle est la différence d'un hobby shop par rapport aux autres? Le savoir-faire de la figurine. On se parle de toi, parce que tu es là. Quel est l'écho que j'ai des joueurs? Tu t'es adressé aux joueurs les plus compliqués pour moi quand tu es arrivé sur Battle Group. Je vois pas de quoi tu parles. Non, vraiment, impossible. Tu t'es adressé aux joueurs les plus compliqués. Je sais pas ce que tu as fait, mais en tout cas, ils étaient compliqués, ils le sont plus. Ça veut dire qu'ils sont passés d'un état de super agressif, nerveux, à un état super cool. C'en est même déstabilisant parce qu'on se dit qu'ici, en fait, vous avez tous votre marque de fabrique et évidemment, sans rentrer dans les grands secrets, tu t'occupes d'eux, tu les suis. Sur une commande, tu vas au produit, tu cherches à comprendre et si tu l'as pas chez moi, tu te débrouilles, tu trouves le produit.
Et ça, aujourd'hui, c'est une marque de fabrique qui t'est propre. Qu'est-ce qu'ont aujourd'hui l'ensemble des revendeurs? Ils ont leur savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une problématique d'ailleurs qu'on a sur le marché français. Quand vous avez une marge qui à la base vous aviez, parce que là les choses vont changer, mais une marge très conséquente, le premier réflexe c'était de dire, puisque cette marge est très conséquente, je vais me différencier par le prix. Faut pas dire non plus trop conséquente, parce qu'après... Très, j'ai pas dit trop, j'ai dit très. Ouais, non, mais faut pas dire Bon. très non plus. Alors parce pas que- mal, pas mal. Bon, On voit pas du gin. largement mieux que chez les Anglais. Oui. Bon, largement mieux que chez les Anglais, largement mieux que chez tous les Anglais d'ailleurs, même les leaders. Bon bref, peu importe. Ce que je veux en dire, c'est que d'une manière générale, l'attaque est toujours faite par le prix. Puisque la marque vend en direct, alors moi je vends moins cher. Dans la vraie vie, vous vendiez déjà moins cher avant même que j'ai mon site de vente en ligne. Ça, c'était vrai. Vous faisiez tous des remises entre 10, 15, 20% de l'époque. Après, les choses se sont resserrées pour des raisons diverses. Mais vous faisiez tous des remises fort importantes pour vous différencier, d'ailleurs même pas de moi, mais surtout de l'étranger qui était ultra violent. Maintenant, dans la vraie vie, vous aviez une faible marge. Donc aujourd'hui, je reviens sur l'attrait de la distribution. Qu'est-ce qui va faire à un moment qu'un revendeur local va plus vendre que mon site internet? Mais j'ose dire, putain, mais si le revendeur local à prix équivalent n'a pas cet élément clé dans les mains, je pense qu'il n'a pas compris ce pourquoi il était là. Il trust aujourd'hui toutes les communautés locales. Donc toutes les communautés locales, il les connaît parce qu'il organise des tournois avec eux, parce que c'est devenu des potes et des amis. On a la preuve ici dans le studio. Donc des gens qui suivent, qui ont envie de suivre, qui organisent des tournois, qui font des trucs. On a des communautés locales. Bien souvent, la problématique, c'est de se dire, et ça on en a longuement échangé, c'est de dire qu'à un moment, il y a des magasins qui décident de faire du web et qui décident d'aller chercher un marché qui est beaucoup plus violent et que il y en a certains qui apportent de la valeur, avec des valeurs que j'ai dit et de toi et de d'autres encore, et j'ai pas cité Philibert, mais qui a effectivement une réactivité Oui. très forte, n'est-ce pas? Et très très bonne. Non, mais je suis obligé d'en parler, il est là, il va nous voir. Ah oui, Mais- non, mais Donc, on sait mais- qu'il est au top. ouais, oui, mais donc, ce que je veux dire, c'est que si on pose cette même question à Philibert, mais pourquoi? Parce qu'il va dire, parce que j'ai le service. Enfin, j'ai le service. Le mec qui va acheter un double, qui va acheter un jeu, machin et tout, il va aller là-bas. Quelqu'un qui a une problématique sur sa liste et qui va être servi, il va aller chez toi. Donc, parce qu'aujourd'hui, vous êtes organisé comme ça, vos savoir-faire. Quelqu'un qui n'a aucune légitimité en dehors que du prix, effectivement, va peut-être moins vendre. Mais est-ce qu'il est légitime qu'il ait une marge importante? Et ça, on est quand même dans la base prix 100%, je crois qu'on peut se donner des chiffres, si tu es d'accord ou non, on ne donne pas de chiffres. De quoi? La marge d'un revendeur, t'as envie qu'on la Ah donne bah, ou c'est pas? un vendeur. Ouais. Bah, après, Bon, et- disons, on elle peut est pas donner les grandes conséquente. lignes. On peut donner les grandes Moi, lignes. tu peux y aller parce que je trouve qu'on ne vole pas les gens. Et Non, non, on- non. Mais de toute façon, ce débat a déjà été porté sur TrickTrack. Aujourd'hui, un revendeur a entre 35 et 40 et plus % de remise pour faire son métier. Et il est évident que quand il faut répondre aux clients, mettre en ligne les produits, les stocker sur les étagères, faire des démonstrations, etc., je vais même être choquant, mais 40% c'est même encore pas assez, parce qu'il y a une démarche de proactivité. Par contre, quand on a stocké un Battle Group à 20 €, qu'on l'a mis sur la tranche dans un magasin, et qu'on prend des commandes clients parce qu'on a une remise de 40%, et puis qu'on se permet de faire 10 ou 15% pour niquer le voisin, bah ça c'est absolument dégueulasse pour l'ensemble de la distribution. Et pour moi, qui concède et qui a un énorme stock pour tenter de livrer en temps réel, et pour ses propres concurrents qui ont peut-être mis en place un mur, etc. Donc la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a des conditions équivalentes pour l'ensemble des partenaires, que c'est très difficile de faire des conditions discriminatoires positives, négatives, on appelle ça comme on veut, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va montrer pourquoi la règle est mal faite et pourquoi on pourrait faire autrement. Donc là, on est vraiment dans l'aspect technique. Maintenant, on va quand même repartir sur un point, je pense, qui est la base de la question. C'est que si la marge diminue, les prix de vente sont libres en France. Je ne pourrais pas interdire à quelqu'un de vendre moins cher. La seule chose, et je crois que les messages ont déjà été largement portés sur le net, la seule chose qui a été dite effectivement, c'est que si des revendeurs s'emballent à faire flamber les prix, ils tueront la marque. Ça par contre c'est une chose claire. L'autre chose claire aujourd'hui, c'est que des gens comme toi, et c'est plein d'autres que j'ai cités, parce que j'ai peut-être pas le droit de les nommer maintenant, mais sont très favorables à cette stratégie, en un seul sens que c'est notre seule occasion aujourd'hui, tant que Privateur Press ne bouge pas, de relancer cette marque. Donc c'est plus une question de choix ou de Victoria Game qui est un méchant, c'est une question qu'aujourd'hui le niveau des ventes est à plat, qu'aujourd'hui le niveau de l'intérêt il n'est pas à plat, il est frétillant, on a encore des choses qui bougent, et la question c'est qu'est-ce qu'on fait.
il serait plus aisé de dire qu'on va prendre la fabrication, qu'on va vous donner même 50% de marge, comme le faisait Confrontation, puisque à l'époque, si Confrontation a pénétré le marché, c'est parce qu'il donnait 50% de remise à l'ensemble de ses partenaires, donc évidemment ça a motivé les gens avec de la marge à pouvoir développer l'ensemble des gammes. Donc je serais super content de pouvoir le faire, sauf qu'aujourd'hui j'en ai pas les moyens, et comme je ne veux pas abandonner, que je veux relancer la marque et je ne veux pas tout vendre en direct, et ben en fait je veux qu'on fasse ce partage de marge. Voilà. Donc mon message quand je dis que je veux vendre plus en direct, clairement encore une fois, au risque de me répéter, mais je veux pas voler les ventes à mes partenaires. Je veux juste que tous les clients qui commandent sur des zones où il n'y a pas de revendeurs parce qu'ils ont abandonné War Machine, qui passent commande chez moi. Et c'est un appel aujourd'hui. Qui passent commande chez moi ou qui passent commande chez vous, puisque finalement le business est bien traité, ça peut largement se faire. Mais, chez moi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un équilibre aujourd'hui. Alors peut-être que pour le joueur, c'est peut-être pas son problème, mais au vu de la précision chirurgicale des questions, on peut se dire que ça le devient, parce qu'il rentre quand même dans les atomes de la société. Donc on a le droit de se dire que oui, à un moment il y a une sensibilisation. Game Workshop aujourd'hui, c'est plus de 20% de ses ventes qui passent en direct, avec une marge à 90% sur un produit. Donc bien sûr, ça devient important. Et quand nous aujourd'hui, on pèse, j'ose pas dire 3% ou 5% de nos ventes en direct, parce qu'il faut mesurer que ça représente rien du tout. Certaines mauvaises langues diront qu'on n'est pas bon, c'est la vérité. On n'est pas bon en vente directe, mais par contre on a un équilibre à récupérer pour pouvoir continuer à financer la progression et le développement. Ok. On va peut-être passer aux questions un peu sur la communauté en soi et un peu pour la suite. Mettons que dans tous ces plans tout redémarre et qu'on reprenne une activité. On a des questions aussi un petit peu. Il y en a une qui n'a pas été posée, je crois, directement, et du coup je vais la rajouter en premier. Moi j'ai été press ganger pendant 10 ans par exemple, arrêt du programme, arrêt complet de tout le système partout dans le monde. Aujourd'hui ça a quand même un impact parce que la plupart des press gangers, il y en avait hélas, ne faisaient pas juste de la collecte de points pour ceux qui se monter une armée, mais faisaient de la collecte de points pour organiser des tournois et avoir des lots. Aujourd'hui, est-ce qu'il est envisageable d'avoir quelque chose à nouveau qui permette de faire fonctionner et de relancer aussi un peu sur les tournois? Le programme de press ganger, il a été variant chez nous. D'abord parce qu'au début, les press gangers ne nous considéraient pas comme Privateur Presse France, ils nous considéraient comme un distributeur qui prenait du pognon. Donc évidemment pas tout le monde, on s'est rencontrés très vite. Mais il a été variant. Donc les press gangers pour moi c'était une clé de Privateur Presse et ils ont retiré les honneurs de leurs ambassadeurs le jour où ils ont arrêté le programme. Ils auraient pu le considérer en retirant des figurines, en mettant des choses imprimées, en envoyant des différentes choses. Ils ont décidé de le supprimer. Ma lecture à moi, c'est que c'est uniquement pour des gestions de coûts. Gestion de coûts à double niveau. Bien sûr, on envoie des figurines. On a quand même des gens qui chassaient les lots, donc c'est pas des conneries. Le deuxième sujet surtout, c'est le management en interne, puisque ça remontait énormément de choses. Voilà. Donc concrètement, CID c'est tellement plus efficace qu'un programme de press gang. Ça coûte beaucoup moins cher et en plus ça fait vendre. Une fois qu'on s'est dit ça, avec beaucoup d'ironie, mais d'une manière complètement concrète, moi je pense qu'il faudrait leur mettre en place ce système d'ambassadeurs, c'est une évidence, parce que je dénote que même si les gens ne nous portaient pas tous dans leur cœur, heureusement il y en a plein qui étaient méga cool, et c'est assez top. Même si les gens à un moment avaient des opinions différentes, tous avaient cette envie d'organiser des choses. Et je pense que les 15 000 joueurs qui sont partis, là-dedans, c'est la poignée d'organisateurs qui a fait que tout s'est effondré. Donc des gens comme toi, des gens comme d'autres, à un moment qui sont partis, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? On prend notre chèque et on se casse avec 2-3 figurines en disant un peu de départ, merci, au revoir, on retire les honneurs, on retire les grades et puis terminé. Moi je l'ai vécu comme ça. J'aimerais bien le mettre en place. Encore une fois, le deuxième step, après ce premier step de relance, c'est de la production de figurines. J'ai conscience aujourd'hui qu'on peut faire des cartes, vous avez vu qu'on faisait de la production de cartes, des cartes personnalisées, des grandes cartes, des choses très chouettes pour les press gangers. J'ai aussi compris que pour beaucoup de press gangers, c'était un moyen à un moment d'aller chercher des lots pour leur club, pour se financer leur armée, parce que ça coûte cher, parce qu'il y a une problématique quand même à un moment de financement. Si je prends pas la production de la figurine, si ce projet-là on n'arrive pas à le porter à bien, je pourrais jamais financer les press gangers avec la figurine. Mes conditions d'achat aujourd'hui sont terriblement chères. Aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose un jour que je dévoilerai, mais en tout cas j'ai pas le droit de le faire par contrat avec Privateur Presse, donc je suis un peu embêté. Mais il faut comprendre qu'on se gaffe pas quand on vend des figurines. On prend des marges, mais on se gaffe pas, mais pas du tout.
On en vient. Hein. On en vient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Et donc, et c'est pour ça qu'on parle de vente directe, et c'est pour ça qu'on parle aussi de protéger votre marge en arrêtant de tout péter, mais à un moment de faire un plan beaucoup plus sain et beaucoup plus propre. J'aimerais le relancer, ce programme des press gangs. Une chose est sûre, c'est que si on veut centraliser quelque chose et faire quelque chose avec la propriété intellectuelle, avec des imprimés de posters, des imprimés de t-shirts, on a beaucoup d'outils pour faire des trucs très chouettes. On a toute la propriété intellectuelle de PP pour faire des jolis t-shirts avec marqué son nom dessus et des choses cool. Je fais un appel aux bénévoles, il faut venir nous aider. Il faut venir nous aider parce que je ne pourrais pas, nous ne pourrons pas, je crois qu'il y a une question sur les effectifs, on va l'aborder très vite après, sur la société, mais nous ne pourrons pas aborder ce sujet-là. Je crois qu'il y a par nos propres moyens en interne. Je peux en parler maintenant sur une question des effectifs. Il y a des gens qui nous ont dit mais vous êtes 3, vous êtes 10, vous êtes combien? Parce qu'on entend tous les chiffres. Au Belzer, Victoria Game, on a été une équipe de 10 personnes, réparties entre les community managers, chefs produits, acheteurs commerciaux, stock, etc. Je ne parle pas des sous-traitants qui faisaient de la traduction et de la relecture. Je parle bien qu'on avait quand même un traducteur à temps plein chez nous. On est descendu à 5 personnes aujourd'hui. Et encore, pendant très peu de temps, parce qu'il y a eu un chassé-croisé de personnes, on a été 3 personnes. Donc le chiffre qui a été prononcé, 3, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on est 5, vous les croisés en bas. Et à 5, on ne peut pas tout faire, impossible. Donc ce programme de la communauté, j'adorerais si des gens aujourd'hui ont dit « mais moi j'ai envie de faire des trucs », et Guillaume, ok, prenez le lead, venez, je vous ouvre mon Facebook, vous venez au bureau, on a fait une belle démarche, alors je vais quand même la saluer, sur King of War, parce qu'à un moment on se parle des autres jeux, mais qui s'est passé Fendulac, un hardcore gamer, on va dire, de King of War, anciennement Battle, un jour on dit « Guillaume, c'est chiant, t'es dit, il faut les mixer, il y a des errata, c'est merdique ». Ok Bernard, très bien, mais j'ai pas le temps de tout faire. Il dit non mais nous on te fait tout, ce qu'on demande juste c'est d'imprimer le livre et de le vendre. 40-50 € de le vendre, mais on en a besoin. Oui, ok, mais bon, comment on fait? Il m'a dit, je fais des copier-coller sous Word, mais je le fais. Et il a fait ça avec une poignée de hardcore, et surtout de très investis. Ils l'ont fait, ils sont venus au bureau, ils ont tout intégré dans le design, bref, avec l'infographiste, là, il nous reste à finir. On va sortir une version de King of War, remixée, avec l'ensemble de tout. À la base, c'est un bouquin qui fait 180 pages, plus plein de livres de 60 pages. Bah là, on va sortir une version qui va faire 260-180 pages, avec tout. À l'amorce de la Coupe du Monde 6 mois avant, mais avec tout. Et ce que je veux dire, c'est que c'est sur son initiative, mais pas tiens Guillaume, si tu avais une idée, voilà, j'ai une idée, elle est magique, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est magique, mais aujourd'hui, on ne peut pas la traiter. On a une vraie problématique. Il nous a dit j'ai une idée, je vais la mettre en œuvre et je vais venir chez vous et on va l'amorcer ensemble. Ça va être à nous de faire le livre. C'est pas à vous de faire ce genre de travail. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez des idées fortes, n'hésitez pas à venir les porter et on fera notre maximum pour les emmener. C'est comme ça qu'on a construit l'antique, beaucoup plus qu'avec Creator Press, où vulgairement j'ai tout payé. Tout a coûté un bras parce que j'ai tout payé. Et si on en arrivait là, c'est parce que tout a été payé une fois, voire 2 fois, si on considère toutes les bêtises qu'on a pu faire dans les choix divers et variés. Ok. T'avais... Non, vas-y, Ouais, vas-y, je te... donc on se rappelle, il y avait eu des beaux événements Victoria Game pour le coup, le Lock and Load. Donc tout ça, bon, là il n'y a plus rien a priori pour l'instant, en tout cas c'est clair. Bon, on a vu dans les stocks que les tables sont encore là, donc c'est intéressant. Et, on a du matos à vous prêter, c'est ça. Il y a du matos en tout cas, on l'a vu. Donc du coup il y a une question un peu tout le monde, c'est du coup Victoria Game, quand vous êtes arrivé, vous avez un peu annoncé, vous êtes aussi dans l'événement, dans l'activité en tout cas sur la communauté, donc est-ce que ça va être de nouveau d'actualité, est-ce que vous prévoyez d'organiser des événements majeurs en France? Alors moi j'adorerais, parce qu'en fait on a pris un plaisir fou à organiser ces Lock and Load. Le plaisir a été très partagé, en tout cas l'Iron Week c'était exceptionnel, donc on a passé un moment fabuleux. J'adorerais même le refaire même multimarque, parce que l'intérêt d'un multimarque c'est qu'on brasse des multipopulations qui prennent du plaisir, des partages et des rencontres, donc j'adorerais faire ça autour aussi de Walking Dead, autour de King of War, autour de Warpass ou Dead Zone, enfin bref. Juste pour dire qu'il y a plein de jeux, on distribue d'autres jeux aujourd'hui, et puis faire un événement Victoria Game aurait un énorme sens en fait, pour faire un plus bel événement. Ressources. J'en suis toujours au même problème. J'ai un cruel manque de ressources. Aujourd'hui, vous êtes une petite équipe, il ne faut pas grand-chose pour créer un bel événement. Ça, je crois que tu en sais quelque chose à titre personnel. Pour créer un bel événement, il faut un mec.
un mec qui a une énergie qui ne s'arrête pas. Et j'en ai fait beaucoup des événements avant ça, notamment dans le monde de Warhammer, et c'est là où j'étais plus connu pour les événements qu'on avait organisés par le passé. Il faut une étincelle, il faut que ça brûle, il ne faut jamais que ça s'arrête. Comme ça, on peut réussir à faire quelque chose. Ma difficulté aujourd'hui, c'est que je n'ai pas rencontré d'étincelles, de gens qui me disent Guillaume, on y va, mais on y va, mais on y va. Et on ne lâche pas, et on y va. Et là, à un moment, je suis prêt à céder. On a aujourd'hui des salles, des belles salles qu'on avait vues avec des dispositifs pas totalement gratuits, mais presque. C'est plus du symbolisme, puisque les communes nous aident. On a un dispositif avec des tables, avec des décors. On a du stock pour de l'attrait, parce que c'est toujours cool d'acheter des figurines sur place. On a des équipes, on a toujours des équipes pour faire à manger. Bref, aujourd'hui on a des équipes pour tout ça, mais il faut des gens qui ont des étincelles et qui ont envie de porter le projet. Donc quand on était 10, on pouvait faire parce que je savais que je m'auto-suffirais et je pouvais ne pas compter sur la communauté. Ce qui est complètement faux, puisqu'en définitive, tous les événements ont réussi parce que la communauté a été extraordinaire. Ceux qui sont venus ont été extraordinaires. Mais on ne peut pas lancer un projet en disant ça va bien marcher, je vais avoir des gens qui seront là, ça va être cool. Donc maintenant qu'on est une équipe de 5, sachant qu'on a la boutique ici à faire tourner, bah effectivement pour moi c'est très difficile de dire bah je pars à Mac 3 avec vous, on y va, c'est parti. Et puis de l'autre côté je laisse la boîte et on verra ce qui va se passer. Donc c'est bien une problématique d'investissement de ressources. Donc mon message encore une fois il est super positif, c'est de dire on a tout ce qu'il faut en fait, donnez-nous juste un signal quoi. Qui veut venir se joindre à nous pour envoyer cet événement, pour faire cet événement. Dans les boutiques, dans les communautés, avec des hardcore, avec des casus, avec tout ce qu'on veut. Mais qui a envie de se lancer là-dedans? Parce qu'il faut 5 bonhommes pour organiser un événement, 200, 300 personnes, il ne faut pas davantage. Le reste suit. Donc super positif. Ok. Donc si, c'est un appel. Ouais, j'ai déjà pas mal pris quand même. Avec un gros festival à Besançon. Ben, tu peux faire ton petit annonce hein, si tu veux. Un gros festival Ludinum à Besançon. J'ai déjà fait l'annonce aussi pour essayer de pousser Victoria Game à passer aussi. On sera peut-être là. Voilà, donc on verra ça. Du coup, moi j'enchaîne. Gros tournoi War Machine à Charleville au mois de juillet. Ou juin. Charleville-Mézières. Charleville-Mézières. Juin. On accepte tout le monde. Bon. Donc enchaînons. Alors, on va prendre sur les cartes. Est-ce que Victoria Game va mettre en œuvre des facilités pour récupérer les cartes erratées? C'est vrai qu'on connaît le système de Privateur Press, donc la petite section cartes pour récupérer toutes les cartes via PDF, de pouvoir les découper, ainsi de suite, les avoir toujours à jour. Est-ce que vous allez faire un système similaire ou pas? Après, tu nous as parlé d'un abonnement d'un €50, je crois, mensuel pour pouvoir avoir chaque mois ses cartes erratées en fonction de sa faction. Donc peut-être que tu as déjà répondu à ça, mais est-ce que tu vas mettre en place quelque chose? Oui, d'abord, le premier des sujets sur lesquels il faut faire la base de toute la discussion. Ce mois-ci, on envoie les nouveautés, le mois de mars et le mois de février, sans les traductions. On va rajouter une carte blanche dedans avec marqué on n'a pas reçu les cartes originales, on vous les enverra dès qu'on les aura. L'idée c'est de se dire qu'on va faire le boulot à vide, juste pour vous montrer que en fait c'est pas un oubli, c'est juste que y a aussi un petit peu de bazar à ranger chez Privateur Press, et qu'à l'époque on recevait les cartes pas trop mal parce qu'on avait un interlocuteur formidable, qu'il n'est plus là, et qu'aujourd'hui c'est le bazar pour récupérer les traductions. Parce qu'il faut relancer 3, 4, 5 fois pour avoir les cartes, parce qu'on est les seuls pays au monde à traduire. Que l'Allemagne le faisait, et je suis pas sûr après que l'Allemagne le fasse encore. Donc ça veut dire que, alors c'est aussi un petit message, hein, on est le seul pays à traduire les cartes au monde, ça veut dire que la localisation, ce terme de localisation, en fait il est propre qu'à Victoria Game, pour Privateur Press, et il était propre avec l'Allemagne aussi. Donc je le dis parce qu'en fait, dès qu'on est différent, forcément on est, j'ouvre une parenthèse, le gros casse-couille qui vient emmerder Privateur Press tous les mois en disant est-ce que tu as les cartes, est-ce que tu as les cartes, est-ce que tu as les cartes? Non, pas le PDF. Je veux le fichier InDesign avec les liens IDML, bref, des termes très techniques qui renvoient forcément à des équipes très techniques, calibrées pour nous envoyer ce qui va bien, sans oublier les polices, etc., pour faire en fait du travail de qualité. Donc ce que je veux dire, c'est que d'abord la base des cartes, maintenant on va vous prévenir quand le problème vient pas de nous, pour que vous puissiez l'identifier. Et notre idée en tous les cas, c'est de dire oui, on va tout traduire. Parce qu'en fait, si on ne traduit pas tout avec le reste des forcebooks, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, pour nous, ça n'a aucun sens de jouer à un jeu
dans le domaine du loisir, du plaisir, j'ai pas dit de la compétition, mais dans le domaine du loisir, de jouer un jeu en anglais, ça n'a aucun sens. Aucun. Là-dessus, on n'est pas d'accord avec plein de gens qui sont forcément des protecteurs de la langue anglaise parce qu'ils aiment ça, parce que pour eux c'est formidable, parce qu'ils sont parfaitement bilingues. Ils n'ont jamais lu le fluff, mais ils sont parfaitement bilingues. Parce que c'est compliqué le fluff en machine. Donc en fait, évidemment, la langue française c'est la base. Pour moi, du plaisir facile et rapide. Et plus que jamais, on veut des choses faciles et rapides. Je prends ma carte, jeter un dé de plus, c'est facile, jette un dé de plus. On peut dire en anglais, c'est presque pareil. Oui, avec toutes les petites subtilités de la langue. Il a dit plus 1, mais il n'a pas dit un dé. Il a dit 1 sur le résultat du machin. Ah non, je me suis trompé. Ah bah ça change tout. Tu as eu plus 6 sur le plus 1. Donc je veux juste dire qu'on veut faciliter. La réponse des cartes, c'est oui. Je crois qu'il y a une petite question, peut-être, qui est à l'intérieur de ça, c'est est-ce que ça sera aussi disponible gratuitement au téléchargement? Alors on avait commencé à le faire, et du coup on s'est retrouvé bloqué parce qu'il fallait forcément tout traduire, etc. Sur notre site internet, en fait, on veut mettre absolument toutes ces cartes sur chaque référence. Pourquoi on veut le mettre sur notre site internet? Parce que les gens me disent mais pourquoi vous ne prenez pas le logiciel de PP? Parce qu'il faut encore payer. Comme Warroom, on va s'en parler après. Mais en fait, on ne peut pas payer à chaque fois qu'on demande une application ou quelque chose à PredatorPress. Donc on l'a mis par référence sur notre site. Si bien qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire sa liste en faisant des clics. Mais par contre, on est capable, en allant sur notre site internet, de faire un clic droit, enregistrer image, imprimer, enfin... Ça, c'est le premier point. Et sur le deuxième point, chose que PredatorPress ne fait pas, eh ben nous, aujourd'hui, on vend les cartes. Elles ne seront pas toutes erratées, donc je m'en excuse pour ça. Mais une fois qu'elles seront traduites et qu'on mettra en place ce système d'abonnement, qui coûtera 1,50€ ou 2€ par mois pour un joueur, ce que je pense qu'est un budget ultra raisonnable pour s'occuper de rien, recevoir dans sa boîte aux lettres un petit courrier avec 2 cartes, 5 cartes, 10 cartes, on s'en fout. Dès que ça change, il a, et surtout il est sûr de recevoir la même info au même moment que tous ces joueurs français, pas dire anglais mais français, puisqu'évidemment tout sera envoyé en emailing directement. Enfin, en emailing. Après, du coup, on retombe sur une question, tu parlais du Warroom. Est-ce qu'il va y avoir un Warroom français? Bon, alors... Ah, du coup, peut-être le Kickstarter. Vous avez vu que j'ai baissé les yeux. Bon, en fait, j'ai baissé les yeux pour un premier sujet. Lorsqu'on a lancé la MK3, on a voulu que le Warroom soit en français. On a posé la question à PredatorPress. C'était notre ami Marcus, le patron du lycée Spiele en Allemagne, qui était distributeur exclusif, qui a arrêté pour info l'année dernière, pour des raisons diverses ou variées. Donc on a un autre distributeur en Allemagne. Il était là à la création de PredatorPress. Donc 20 ans après, sa société continue à grandir, mais sans PredatorPress. Ça veut dire que les choses ne sont pas si simples. Et quand on a demandé à PredatorPress nous a dit bah, écoutez, c'est une application, mais en fait, c'est compliqué, il va falloir absolument tout retraduire. C'est pas possible, une application, vous avez des bases, on a quelques informations autour de nous, tout le monde nous dit en 2000€ c'est réglé quoi. Non, ça va pas être 2000€, ça va être 25 000€. Et donc il fallait se répartir le coût pour refinancer toute l'application, pour faire simple. Et comme on était deux, c'était 12 500€ chacun. Marcus a dit oui, j'ai dit non. Pour des notions de coût, il était hors de question que je paye 12 500€ pour vendre davantage. La réponse que m'a dit PredatorPress, c'est t'inquiète pas Guillaume, on a vendu pour 80 000€ d'abonnement en France à des Français, ça veut dire que ton marché il est prospère. J'ai dit bah ça tombe bien, ça veut dire en fait que vous êtes en train de me dire que vous me devez de l'argent, puisqu'avant il y avait personne qui était abonné sur Warroom à l'époque des 100 Battle Group, en tout cas il devait y en avoir 100 maximum, et maintenant vous me dites qu'a priori bah, on en a pris 8000 de plus que sur Battle Group. Donc plus que le nombre d'abonnés de Battle Group, il y a plus d'abonnés sur Warroom que d'abonnés sur Battle Group. Et je leur dis, vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Vous êtes en train de me dire que vous gagnez de l'argent grâce à mon développement, mais aujourd'hui vous me demandez de financer tout ça. C'est des choix, je ne les critique pas, ils gèrent une belle société, j'en suis très content, mais évidemment il était hors de question de financer Warroom. Donc Warroom aujourd'hui, en statu quo est bloqué, on ne rentrera pas là-dedans. Si tant est qu'en plus beaucoup de joueurs nous disent que l'application n'est pas totalement à leur goût. Mais bon, si j'avais pu faire Warroom, j'aurais fait Warroom. Donc Warroom non. Par contre, on a des gens intéressés pour développer bon, je parle de toi Eric et d'autres, mais pour développer un système intelligent adapté au jeu, à ce jeu-là, à d'autres, en tout cas la priorité c'est à ce jeu-là. Si tant est que PredatorPress me libère quand même les droits, parce qu'évidemment je ne vais pas aller à l'encontre et je ne veux pas qu'ils le prennent comme une agression, on aurait un effet de bord assez détestable, mais effectivement bien sûr que c'est une obligation aujourd'hui d'être en capacité de faire ces listes
à n'importe quel endroit, comme on regarde tous ces influenceurs, youtubeurs et peut-être cette vidéo dans le train et dans des endroits improbables. Aujourd'hui, on a besoin de faire ses listes rapidement. Donc l'application, c'est une clé de succès au jeu qui est inévitable. La question, c'est est-ce qu'on sera capable, lors de ce financement participatif, de financer un développeur? Parce que, bon, voilà, c'est bien, parce que là, tu pourras défendre ton business et puis celui de tous les développeurs de France et de Navarre. Les gens s'imaginent qu'une application, c'est 3-4 000 balles et c'est fini. Ouais, ça c'est quand le cahier des charges est fini. Quand avant, il faut faire le cahier des charges, mais en fait, c'est largement plus complexe parce qu'il faut tout anticiper. Donc après, si on a des gens comme toi, Eric, qui connaissent vachement bien tous les problèmes liés à l'application au jeu, ce serait cool, tout en sachant que dans cette application, on aimerait ajouter quelque chose de très fort. Moi, j'ai un espèce de coup de gueule parce que je comprends que personne ne le fasse dans le monde du jeu, mais c'est aussi de faire une application qui géolocalise l'ensemble des joueurs autour de nous. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple pour trouver un compagnon d'amour, de tout ce qu'on veut, Tinder et compagnie, pour faire du Facebook, pour faire du Waze et savoir tous les porteurs de Waze qui sont à 10 km dont tout le monde n'a absolument rien à foutre. Par contre, on n'est pas capable de faire une application. Par contre, on n'est pas capable de faire une application pour aujourd'hui trouver tous les joueurs de n'importe quel jeu autour de chez toi. Donc je me dis qu'on a peut-être un petit peu de travail aussi à aller là-dedans. Évidemment, si tout est simple, ce serait déjà fait. Mais je pense que le financement participatif, là on y revient, c'est fait pour changer les choses, c'est fait pour gagner des sous, mais dans l'esprit en tout cas des gens que je rencontre, c'est pas fait que pour faire du profit, c'est fait pour changer les choses. Faire du profit en changeant les choses. Donc en apportant de nouvelles idées. Je pense que ça c'est un super truc à apporter. Tu vas avoir du taf, hein. Une appli, et puis un tour de Il y en a des projets. Après, du coup, bah, voilà, on a répondu à la question sur la société Victoria Game, donc son effectif, ses capacités. Après, voilà, je te laisse sur. Ouais, donc il y a quelques craintes qu'on a entendues souvent, puisqu'en fait, quand tu as lancé la boutique, tu es quand même arrivé très clairement en disant PP France, c'est moi. Enfin, voilà. Là aujourd'hui, Victoria Games, c'est King of War, Walking Dead, Mantic France. Mantic France, enfin, c'est beaucoup de choses en fait. Et du coup. J'aimerais bien, pas tant que ça. Voilà, non mais. Un petit peu cette idée de est-ce que ça nuit à votre application à War Machine en fait? Alors, oui, ça nuit. Ça nuit parce qu'on va pas jouer sur les mots. En fait, si on considère que nuire, c'est mieux faire pour War Machine, ça nuit. La question, c'est pourquoi. En fait, si on s'était concentré sur War Machine au moment de la MK3, à l'heure actuelle, on discuterait, mais certainement à l'occasion d'un tournoi avec une société qui serait morte. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, le chiffre qu'on fait est inférieur aux charges qu'on avait à l'époque, avec War Machine. Je vais redire ma phrase proprement, mais l'ensemble des charges que je payais tous les mois pour entretenir ce business de War Machine des 2 premières années, l'ensemble de ces charges mensuelles, aujourd'hui, sont supérieures aux chiffres qu'on fait aujourd'hui sur War Machine. Ça veut dire qu'on n'aura eu aucune chance de s'en sortir. Donc quand j'ai relancé Mantic, il faut savoir que Mantic c'est une vieille histoire d'amour, on se regarde depuis 8 ans, avant le business qu'on avait lancé avec Predator Press, parce qu'à l'époque j'étais un joueur de Warhammer Battle, parce qu'il faisait du formidable Kuntaz, et que j'aimais bien le Kuntaz, pas parce que c'était que du Kuntaz, mais parce que finalement ça me faisait rêver, mais qu'il était hors de question de lancer un business que là-dessus. Et quand on a lancé la gamme, pour moi c'est du King of War, pour moi c'est du Dread Ball, du Dead Zone, du Dungeon Saga, du Walking Dead. En fait, au moment où Dungeon Saga chez nous a explosé, War Machine s'est effondré. Dungeon Saga, on se parle d'un jeu de plateau. Ce jeu de plateau nous a permis de travailler, de passer de 70 boutiques à 150 boutiques, puisqu'on parle de jeu de plateau. Et ce jeu qu'on a vendu en 8000 exemplaires, un truc de folie, c'est ce qui nous a permis de survivre. Donc est-ce qu'on s'est concentré sur les ventes de Dungeon Saga? Oui. Est-ce que ça a nu à War Machine? Oui, oui. Mais ça n'a pas nu à Machine, c'est ce qui a permis de faire vivre War Machine. C'est pour ça que je reprends en terme. Nuire, oui, mais sans aujourd'hui Mantic, clairement il n'y aura plus de War Machine en France. Est-ce que The Walking Dead, tout à l'heure tu me disais, est-ce que The Walking Dead a cannibalisé War Machine? Absolument jamais. Est-ce que Walking Dead a été traduit par Anne Vétillard, une traductrice qui existe sur le marché depuis très très longtemps, qui fait du travail de qualité, une traductrice qui n'a jamais travaillé sur War Machine. On ne se parle même pas des mêmes équipes. Donc elle a été embauchée pour faire ce travail-là, qu'elle a fait sur plusieurs vagues. Après, est-ce que les mêmes équipes ont fait l'infographie? Oui. Mais si on n'a pas fait un moment de War Machine, c'est parce que les errata changeaient tout le temps, ça allait trop vite, on n'y comprenait rien, parce qu'à un moment ça coûtait beaucoup trop cher et qu'à un moment on s'est contenté de survivre. Avant d'investir, on s'est contenté de survivre.
Donc il faut comprendre que Victoria Game est une petite société, qu'elle a bien vécu, que ça a été difficile, qu'aujourd'hui, ça y est, on est revenu à l'équilibre, avec toujours les difficultés du marché, puisque le marché est très difficile, il vit avec un certain niveau de rythme. Donc c'est difficile d'entendre que Mantic a nuit Privateur Press, pas du tout. Mantic a participé à la survie de Privateur Press, ça c'est la vraie vie. Au même titre que Privateur Press a permis à Mantic d'exister en France, parce que c'est au moment où nous, on avait une expertise sur les traductions, on avait un réseau de distribution. Donc je crois que si aujourd'hui on existe depuis 5 ans, c'est clairement grâce aux deux marques. Voilà. Maintenant la question c'est pourquoi on n'a pas ouvert d'autres marques. Parce qu'on veut continuer à faire du travail bien fait sur ce qu'on fait, que je suis parfaitement conscient que War Machine, y a des carences et qu'on peut aujourd'hui les corriger pour se donner les moyens de redémarrer la marque en France. Ok. Et je crois que ça va être l'une des dernières questions qu'on peut. C'est est-ce que Victoria Game distribue, tu distribues en France, mais est-ce que tu distribues ailleurs, donc Belgique, Luxembourg, ainsi de suite? Donc ça c'était une question qui était demandée, si tu étais distributeur France-Europe. Et est-ce que, voilà, vu que tu es représentant de Privateur Press, est-ce que tu vas faire les licences, les nouvelles licences de PP? Je te vois sourire, après c'était pas le jeu que je te demanderais, c'était Black Encore Industry. Voilà, merci pour la prononciation. Et moi je vais rajouter du coup le jeu Monstre Apocalypse qui revient. Donc voilà, c'était pour savoir si tu allais distribuer ces jeux-là et si tu distribuais ailleurs qu'en France. Bon, alors, est-ce que je distribue ailleurs qu'en France? Oui, et oui, et oui. Je pense surtout à la Belgique, puisque la Belgique est une part très très importante pour nous. Le pays, bien sûr, est divisé entre la langue française et la langue wallonne, et anglais. Hein, donc, ils jouent en anglais là-bas. Donc, évidemment, on intervient beaucoup plus en France, mais pas que. Parce qu'il y avait un vrai besoin de distribution, on intervient aussi sur la langue anglaise. Aussi en Suisse. En Suisse, le marché a toujours été historiquement mal découpé, puisque ici Spieler à l'époque était seul, donc vendait en Suisse mais n'avait pas forcément le marché suisse, j'avais pas forcément le droit d'y aller, c'était l'ancien. Aujourd'hui il n'est plus là, on y va, on travaille un petit peu la Suisse, mais la Suisse est vraiment partagée entre 3 langues et c'est très compliqué. Allemand, anglais, français, donc je suis présent dans une dizaine de boutiques, pas sur War Machine mais dans une dizaine de boutiques au global. Donc mon contrat aujourd'hui c'est France, Belgique lorsque Intrafin a arrêté. Et aujourd'hui, oui, je fais de la vente en Suisse, et la vente en Suisse est ouverte, voilà, mais c'est pas ma mission première. Ça, c'est pour la distribution. L'autre question, c'est traduction traduction d'ailleurs. La distribution surtout. Sur traduction, je crois que Monstre Apocalypse, ça peut s'en passer. Parce que j'ai eu comme écho. Bon, alors, je sais pas quoi penser, il y a Pacific Rim qui sort le 2 avec des gros robots, des gros monstres, super. Est-ce que c'est la culture est-ce que cette culture américaine est bonne en France? Je sais pas. Je vais d'abord vous répondre par un truc super simple, on n'a pas été sollicité. Donc on a appris en même temps que vous qu'ils allaient relancer la distribution là-dessus. Le jeu de plateau n'a jamais été traduit, ça n'a jamais été un problème pour eux. Quand on a amorcé cette discussion en disant vous savez, moi je veux bien distribuer un jeu de plateau en français, en plus c'est super cool parce qu'on fabrique pour plein d'autres pays. On fabrique des livrets, des cartes, des francisations et aussi pour des très très grosses sociétés. Et ils nous ont dit c'est cool mais t'as ton prix en fait, t'as ta remise. Je dis mais non, si on traduit, qu'on prend 200, 300, 500 boîtes, 1000 boîtes sur un projet, pourquoi pas. Il faut comprendre que si la traduction coûte 1000 €, que j'achète 1000 boîtes, ça me coûte 1 € par boîte. Et que je vais rajouter un petit livret qui va coûter 1,50 € et des cartes qui vont coûter 1 €. Donc en tout cas, je me suis en acheté 5, 6 € moins cher. Ils veulent pas. Donc une fois qu'on s'est dit ça, tu prends au prix, tu prends pas, on prend pas. Voilà. Donc en fait aujourd'hui, on a des gens qui sont très fermés sur l'aspect financier de la chose. Donc c'est pas une histoire de quantité, c'est une histoire de ils n'ont pas la volonté d'aller là-dessus. Donc Monstre Apocalypse, je souris parce que petit 1, je suis pas sûr que ce soit la culture française. Petit 2, on n'a pas été prévenu. Petit 3, oui, mais quel prix on a? Aujourd'hui, la grande problématique, c'est les prix d'achat. Je pense que Privateur Press souffre du même problème que je vous donne. Il faut savoir quand même un petit point. Ils sont en train de modifier pour la première fois depuis 20 ans un aspect de leur stratégie qui, je pense, les a emmenés dans un truc pas cool et que maintenant ils devraient beaucoup mieux. Ils n'ont jamais vendu en direct.
ils avaient un site de vente en ligne, je leur dis ah t'as vu ils vendent un marché, non, ils vendent rien, il n'y avait jamais les bonnes références, il n'y avait jamais le bon stock, il n'y avait jamais rien. Ils n'avaient pas la volonté de vendre en direct. Et à l'échelle d'une balance économique entre grosse marge et faible marge, parce qu'ils travaillent avec des distributeurs, un peu de revendeurs, et puis bien sûr en direct, et bien en fait on se parle ici du niveau de marge. Les choses viennent de changer avec leurs restrictions de gamme, puisqu'ils ont restreint la gamme à l'ensemble des pays américains, à l'ensemble des distributeurs américains, pour que les revendeurs puissent acheter en direct ou que les clients puissent acheter en direct chez Privateur Presse. C'est-à-dire que pour la première fois, ils ont une démarche de ne pas de garder pour eux les produits à marge et de les vendre directement aux consommateurs. Une petite stratégie Gamer Shop. De vendre directement sur le site en direct. Une petite stratégie Gamer Shop. Et je vais vous dire un truc, au risque de choquer, je suis certain que c'est la clé du succès aujourd'hui de Gamer Shop. Gamer Shop vendait toujours moins et il déclarait toujours plus et plus de profits. Simplement parce que beaucoup plus de marge, beaucoup plus de contrôle, beaucoup moins de problèmes à gérer. Et que je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout faire en direct, hein. Si on retient ça, on n'a rien compris de ce que je viens de dire. J'ai dit que pour marcher, il faut marcher sur deux jambes. Quand on marche que sur une jambe, on se fatigue, on finit par faire des bêtises. Et aujourd'hui, ils ont décidé de marcher sur une deuxième jambe. Pour moi, c'est extrêmement favorable. Extrêmement favorable. Pourquoi on a dit ça ? C'était pour si tu allais distribuer différents jeux de l'univers de Privateur. Donc différents jeux, si effectivement il y a un intérêt et qui nous donnent des conditions pour pouvoir travailler, on n'abordera pas le jeu de plateau avec des conditions comme je viens de dire, là où vous alliez perdre 25%, etc. Pour moi le jeu de plateau il est clair, vous stockez sur les étagères, les magasins, vous expliquez les choses, à l'inverse du jeu de figurines où là le client vient avec sa liste et vous dit je voudrais acheter ça. Il y a quand même un écart pour moi d'implication qui est énorme, ne serait-ce que l'investissement du produit à financer sur les étagères. Il faut des bonnes marges, s'il ne donne pas de bonnes conditions, ce sera non, on ne pourra pas y aller. Voilà, c'est ma vision du... Très belle vision. Du coup, au moins de Gruxy et des choses à rajouter. Non, je pense que là on a fait un beau pavé de questions-réponses. Je pense qu'on a eu des réponses assez honnêtes, des questions assez honnêtes de chaque côté. Est-ce que pendant cette interview tu as menti ? Oui, alors plein de fois. Plein de fois, d'accord. Bon, ben. Je crois que cette interview, c'est justement, il va laisser une petite trace puisque maintenant il va être envoyé sur les réseaux. Et les gens vont pouvoir aller vérifier ce que je viens de dire, ce que vous venez de dire. Et ça, je trouve ça super cool. Parce qu'ils vont pouvoir vérifier une réponse et pas envisager quelque chose sur des fondements d'une connaissance, d'un autre truc et des machins. Aujourd'hui, j'ai énoncé des chiffres, j'ai énoncé des faits. Vous m'avez aussi remonté des choses. Et en fait, on s'aperçoit que l'essentiel du problème vient du fait que on vend pas assez et que les gens attendent de nous, en fait, nous comparent à Gamer Shop, nous comparent à des gros, à des belles sociétés structurées, et que en fait, de l'autre côté, on a une société qui est 10 fois plus petite que celle de Games Workshop. Games Workshop est anglais, Games Workshop est européen. Le premier pays en termes de résultats des ventes a toujours été la France, avec une patronne qui a été implantée sur le marché pendant plus de 30 ans. Gamer Shop comprenait le marché français, comprenait le marché européen. Aujourd'hui, Privateur Presse est une société américaine qui n'a jamais réussi à s'implanter en Europe avec pérennité et puis sérénité et pérennité. Et donc, il y a un choc culturel à chaque fois qu'on se parle, c'est une évidence. Et il n'en est pas moins qu'on a réussi à trouver le succès une première fois. Donc pour moi, quand on a trouvé l'endroit une première fois, on peut y retourner. Maintenant, à nous de mettre en place ça avec toute l'expérience qu'on a eue sur les volontés de Privateur Presse, sur les attentes de notre marché. Et on a quand même, je pense, une marge de manœuvre au milieu où on peut faire plein de choses. Par contre, il va falloir qu'on renverse un petit peu les codes traditionnels parce que de toute façon, le marché est en train de bouger. Et les 1000 références du jeu de plateau, etc., j'ai dit avec provocation, alors je vous ai dit ce midi tout à l'heure, avec provocation que effectivement le métier du revendeur est en train d'évoluer. C'est d'une évidence totale. Et donc, où on se dit, mais non, ça va aller, on va envoyer 3 emailing, 3 stats de cartes, un community manager et ça a fonctionné. Ou à un moment, on se dit, hop là, c'est plus possible. Même pour vendre un board game, maintenant, il faut 5 vidéos YouTube avec 3 influenceurs majeurs, etc. Et je crois qu'on a eu des belles relances en ce moment sur le marché, évidemment, on ne va pas les nommer. C'est des concurrents directs, mais qu'on fait un plan de com, des plans de com fabuleux, avec des ventes qu'on a explosé, avec un produit inchangé. Le produit n'a pas changé, par contre ils ont communiqué d'une manière très belle, très efficace, etc. Et donc les ventes ont explosé. J'ai envie de citer Army Pelter,
une petite marque de peinture qui a, tu te demandes ce que je veux dire, qui a été mise en avant par une super blogueuse. Et puis certainement un petit peu ton échange de ta participation. Et puis on a vu les ventes exploser juste parce qu'il y a quelqu'un de qualité qui a explosé les produits, qui a montré, qui a fait des comparatifs, qui s'est impliqué dans le produit. Donc aujourd'hui la communication change. Donc par l'exemple la communication change. Et nous aujourd'hui je pense qu'on a besoin de mettre tout ça en avant. Et donc de se rapprocher des communautés qui veulent s'investir mais plutôt que nous critiquer, de venir chez nous au studio et puis de refaire une nouvelle vidéo sur un sujet et puis d'avancer plutôt que se perdre sur les forum. On donne l'adresse à la fin de la vidéo. Quoi. Voilà, c'est ça, l'adresse email. Bon, écoutez, j'espère que ces explications auront été assez claires pour vous, n'est-ce pas? En tous les cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que, pour conclure, on a envie de continuer. J'ai envie de continuer. Et puis ce programme, on va le faire passer très très vite à l'ensemble des revendeurs. Ces deux petites feuilles que j'ai en face de moi, c'est effectivement la liste de ce qu'on a envie de faire, le pourquoi, le comment, avec peut-être un petit peu plus d'informations pour nos amis professionnels. Voilà. Merci à vous d'être venus. Et puis je suis très très ouvert à ce qu'on refasse ce genre d'échange pour apporter plus de visibilité à l'ensemble du réseau. Merci à toi de nous avoir accueillis, c'était vraiment une journée très sympa et puis assez enrichissante aussi sur des choses qu'on avait entendues, sur l'état de tes stocks, sur la volonté continuer à War Machine. Puis moi ça m'a vraiment fait plaisir de rencontrer toute l'équipe, la petite équipe de Victoria Game et de pouvoir mettre un visage sur des voix téléphoniques et de rencontrer Gruxy en plus. En vrai, c'est en vrai. J'avais jamais discuté autrement que sur Facebook. Bon, et puis toi alors, tes premières... Écoute, c'était vraiment sympa d'être en plein milieu. Bon, c'est un peu dur d'être au milieu de tout un tas de stocks de figurines et pas partir avec les sacs. Ça, tu Tu peux repartir après, t'as offert. Voilà. Et non, c'était vraiment sympa. On a vu qu'il y avait du stock. On a une discussion assez ouverte. Vous nous direz un peu sur Battle Group, sur les réseaux sociaux, ce que vous allez penser. On a essayé d'être assez ouvert de chaque côté et de reprendre vraiment toutes les questions qu'on a eues sur BG. Et je pense que ça, c'était important. Je pense que tu nous as offert des réponses qui étaient honnêtes. Après, si nous a menti, ça finira par se savoir. Donc je pense qu'elles sont honnêtes, c'est mieux pour toi. Et voilà, en tout cas, un échange de relations assez enrichissant. En tout cas, bon, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À une prochaine. À bientôt. Merci, au revoir.